Hey! Bienvenue à un épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. À chaque fois, j'en reviens pas comment vous êtes nombreux à nous écouter, à nous écrire. J'apprécie au plus haut point. Ça fait un petit bout que je ne vous ai pas demandé où est-ce que vous m'écoutez. Et là, il y a un gars. Oh, c'est une image qui m'a marqué à tout jamais. Il travaille dans un abattoir. Il m'a dit, j'ai pas le droit de t'envoyer cette photo. Il m'a envoyé une photo. J'avais pas besoin de voir. Depuis ce temps-là, je vous le dis, je vais diminuer ma consommation de porc parce qu'il m'a envoyé une image d'abattoir de porc. Puis il m'a dit, tu parlais de drôle d'emploi. Il dit, la fille à côté de moi, elle désentroude-cul les porcs. Je sais pas si c'est désentrou de cœur, c'est vraiment le titre de son travail, mais sa job, c'est de tailler autour pour retirer. Désolé pour ceux qui sont peut-être en train de manger en nous écoutant. C'est assez raide. Moi, en plus, j'ai eu l'image. Fait que, bref, merci de nous écouter quand même pendant que tu travailles. Envoie-moi plus jamais de photos cependant. Je salue les Patreons, je salue le monde sur Spotify, sur Apple, Google Play, peu importe où tu nous écoutes. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, je suis tellement content. Je reçois un ami. Moi, j'ai la chance de le connaître parce que je l'ai croisé dans le milieu de l'humour, mais j'ai aussi l'immense privilège de l'avoir comme script éditeur sur mon spectacle. D'ailleurs, spectacle qui est en vente drette là. Pas besoin d'attendre que ça sorte en janvier officiellement. Là, tu peux venir voir les derniers peaufinages. GuillaumePinot.com, ce show-là va être écœurant. Là, je me suis plugué. Maintenant, parlons de lui. Il a gagné la dernière édition du... la première édition du prochain stand-up. Garde, je vais leur dire comme il faut. Il a gagné la première édition du prochain stand-up. Vous l'avez vu à la TV, vous l'avez vu dans plein de galas. C'est une machine d'humour. C'est un privilège de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Simon Delille. Hey! Yes, sir! Simon, que j'ai eu de la misère à dire prochain stand-up. C'est cool parce que juste avant, tu parlais d'enlever des anus de porc. C'est cool. L'introduction était parfaite. Puis, ceux qui mangent des hot dogs en ce moment en particulier, je dirais que c'est particulièrement constitué de ce que la madame enlève du cochon. Ah ouais, man, il m'a envoyé cette photo-là. Parce que je demandais tout le temps. OK. Il t'a envoyé la photo de l'extraction. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis comme. J'ai toujours demandé parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un m'a dit je t'écoute pendant qu'on fait la traite des vaches. Je fais comme je pense qu'on topera jamais ça. Puis là, quelqu'un, moi je t'écoute là, je t'écoute là. De l'autre fois, une madame m'a dit je t'écoutais pendant mon accouchement. J'étais comme ouais, ça c'était cœur. Tu sais. Mais là, des entroutés, là, c'est. Puis ça, c'est parce que, tu sais, elle fait ça, fait que ça veut dire beaucoup de fois par jour. Là. Et que, tu sais, elle, ben, j'imagine que la personne qui fait ça devient un mané. Désabusé de la vie. Ouais. Exactement. Mais imagine que, je sais pas quelle relation elle a avec la viande. Mais quand je fais ça dans la vie, je sais pas. Sûrement que c'est ça que j'ai dit pour qu'ils viennent à m'envoyer cette photo-là parce que quand j'étais ergothérapeute, on faisait des évaluations de poste de travail. Puis j'étais allé chez Olimel pour les poulets. Puis là, j'ai tout vu, tu sais, la chaîne, ils accrochent les poulets passent. Puis je m'excuse pour les gens, là, c'est un peu graphique, mais les poulets passent, puis c'est deux lames qui chopent au niveau du cou, puis ils se vident, là, tu sais, de leur sang. Puis les poulets les plus intelligents, dans le fond, ils lèvent la tête quand les lames arrivent. Fait qu'ils continuent à vivre. Fait qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne que lui, il s'appelle le Seigneur. Puis il est chop lui-même avec un canif. Tu sais, fait que ça, là, faire ça à journée longue, slicer les poulets les plus intelligents, on dirait que c'est probable. Tu rentres pas chez vous en faisant je m'ouvre une petite bière. Non, c'est ça, c'est ça. On s'en va chez Benny. Ouais, fait que bref. Tu dois arriver à la fin, tu sais, avoir le goût de raisonner le poulet de ouais, t'es peut-être le plus intelligent, mais honnêtement, ça va être vraiment moins le fun comme ça. T'aurais mieux la machine, c'est plus direct. C'est moi, le canif, ça se peut que je tremble ou que j'aille la hoquette, ça se peut que je te manque, ça sera plus long. Non, c'est ça. Wise chicken, motherfucker. Wise chicken nuggets. Fait que, oui, voilà. Simon, Crime, premièrement, comment tu vas? Commençons de même, parce qu'on se voit moins ces temps-ci à cause de la maudite pandémie. Ben oui, ça va bien, Écoute, retour à la normale, mettons, guillemets, c'est pas tout à fait normal, mais tu le sais pour ton show. Puis d'ailleurs, je suis plus que d'accord avec toi, acheter des billets pour le show de Guillaume, quand vous y allez, je reçois un chèque. Non, mais c'est un excellent show, ceci dit, c'est une blague, mais les shows recommencent, puis les salles commencent à se remplir de plus en plus. Puis honnêtement, là, je recommence à écrire du nouveau stock et tout ça. Puis le monde dans les salles sont contents. Là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer,
mais je sens encore vraiment le monde sont contents de revenir voir des shows puis d'être dans un contexte d'humain, dans une place là pour une. Tu sais, il y a vraiment du plaisir. J'ai fait 2 rodages hier, puis les 2 places, il y avait du monde, puis au-delà du fait qu'il y avait du monde, il était content. Fait que cet esprit-là, je pense que ça a comme. Tu sais, il n'y a plus vraiment de heckler, il n'y a plus de gens qui viennent les bras croisés parce que ça ne leur tente pas. Tout le monde qui est là, ça leur tente vraiment. Fait que vraiment, j'ai du gros fun à recommencer à travailler en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y a un engouement. Puis, tu sais, je l'ai vu dans les salles, dans les débuts, quand c'était comme un 50 places disparates dans une salle de 1000. Puis même, ces gens-là étaient tellement dedans. Puis là, tu le vois, là, ils ont annoncé dernièrement là, comme les salles pleines, mais avec des masques. Avec des masques. Puis, moi, je me rappelle, mon moment donné, ça te dérange-tu? T'aimes-tu mieux comme à distanciation, mais pas de masque? Non, moi, pour vrai, personnellement, je m'en fous un peu qu'il y ait des masques parce qu'au début, c'est vrai que ça m'affectait. Maintenant, c'est rendu quasiment naturel. Puis quand j'y pense, je sais pas à quel humoriste j'ai jasé. C'est avec Pat Grou, je pense. Ouais. C'est un peu un flou. Jamais on est comme, on regarde les yeux puis la bouche du public. Là, on voit tout le monde dans l'ensemble. On les entend rire. On voit les épaules sauter. De temps en temps, je vais jaser avec une personne puis je la regarde vraiment. Puis là, OK, c'est peut-être un peu plus plate qu'elle ait un masque, mais ça ne m'affecte pas vraiment tant que ça. Puis, je dirais en particulier dans un show, quand tu fais ton show, ça devient comme un peu comme une espèce d'amalgame. Quand tu rodes, tu fais des 8-10 minutes, des 12 minutes, tu testes des nouvelles patentes. Des fois, c'est un peu plus. Tu les vois plus. Souvent, c'est des bars, fait qu'on voit tout le monde. Fait que c'est plus. C'est pas un problème. Puis, je pense qu'on est tellement résilient, c'est-à-dire qu'on a tellement. On a fait des shows Zoom, puis on a fait des pas de show pendant longtemps. Que là, ils ont des masques, ils n'ont pas de masque, ils sont distance, pas distance. Il y a du monde qui veut le rire, moi je suis là. Exact. Fait que ça va bien, ça va bien. Écoute, mon gars a commencé la maternelle. Yes! Fait que, ça c'est nice. Mais c'est nice, mais il faut que je joue la carte du parent qui le motive à y aller, même si je sais que qu'il s'en va dans un long purgatoire. Moi, j'ai pas été un gros fan de l'école. Puis je sais, le primaire, tu sais, c'est correct, mais là, il s'en va vers une longue. Moi, le secondaire, moi, ça a été long. Puis toi, d'être allé, Chris, 22 ans à l'école. Fait que, même pas une joke, c'est probablement ça que t'es allé en tout. Fait que, toi, c'est de l'autoflagellation. Mais il faut que je sois le papa motivant, puis que c'est le fun, puis qu'il va apprendre. Tu sais, c'est vrai qu'il va apprendre à lire, puis tout ça, c'est le fun. Mais, fait que là, il faut que je joue la carte de. Mais ça fait drôle. Tu sais, maintenant qu'il n'y a pas longtemps. Il ne savait pas parler, puis je changeais sa couche. Puis là, ben, il a sa boîte à lunch, son sac à dos, puis il va à l'école. Fait que c'est un nouveau rôle. T'as failli dire, il va travailler. Ça aurait été écœurant. Il va travailler, puis regarde, maintenant que tu vas à l'école. Paraphrase, mais en gros, c'est ça l'idée. Parfait. Simon, première question que je pose toujours dans le questionnaire. En gros, c'est des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinault, c'est mergé ensemble. Mais la première question, c'est est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? Oui, ben oui. Je me souviens même d'une des premières fois qu'on s'est parlé, dans le temps que tu étais avec ton numéro du frère sourd. Ben, c'était dans ce bout-là, le bout de en route. Là. C'est François ou c'était Souliers Blancs? C'est ça, je me rappelle pas. C'était Souliers Blancs. Mais c'était l'époque du frère sourd, parce que ça a été un numéro quand même assez marquant. Mais je me rappelle qu'une des premières fois que je t'ai parlé, c'était genre au Saint-Cyboire ou quelque chose du genre. On ne se connaissait pas encore. Mais moi, j'étais à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, moi, quand je suis sorti de l'école de l'humour en 2010. Fait que, mettons, fin de l'école, puis sortie de l'école, j'étais souvent dans les shows. Même quand je n'étais pas booké, j'allais voir les shows. Puis, j'aimais ça donner des gags au monde. Puis, juste aller suggérer, pas genre arrogant de « Hey, ton numéro serait meilleur si tu mettais ça. » Juste parler aux gens, puis me faire un nom, tout ça. Puis, j'étais venu te proposer un gag ou une idée comme ça. Puis, tu l'avais plus ou moins pris comme fou au départ. Là, je sais ça. Je pense que c'était une espèce de méthode de défense. C'était un peu timide. Mais en fait, c'est que j'étais nouveau dans le milieu. Fait que je comprenais pas qui vient me parler. Puis là, justement, comme tu dis, tu n'étais pas sur le spectacle. Non. Tu es arrivé, puis tu m'avais dit. Ce que tu m'avais dit, c'était hey, bienvenue dans le milieu, tu sais, puis ça va être un plaisir de travailler avec toi. Puis j'étais comme, mais c'est qui lui? Puis là, je pensais que c'était random quelqu'un. Puis, regarde, j'y ai vraiment beaucoup repensé. J'ai dit, c'est sûr que ça va être ça. Puis je vais avoir l'air d'un tas de merde. Puis effectivement, mais vous étiez 2 à venir me voir. Puis je te dirais qu'à 50%, j'avais quand même raison de ne pas vouloir travailler avec lui. Tu veux dire que le gars qui. OK, fait que c'est encore plus loin que je pense, ce cas-là. OK. Non, mais on se le dira hors d'onde, mais mais il a travaillé un bout. Puis là,
Ouais, plus tranquille. On dirait qu'il ne peut pas s'approcher d'une soirée d'humour à 500 mètres. Mais disons ça gentiment comme ça. Là. Mais, ouais. Mais pour que les gens qui écoutent, t'as pas été non plus me lever le nez puis pas me regarder dans les yeux puis tout ça. Mais je chantais un genre de T'es qui, toi, Chris? Puis rapidement, on a retravaillé ensemble, on s'est vu dans des shows. T'as vu que j'étais humoriste aussi. Ouais. On est devenus amis assez rapidement. C'est pas genre... mais il y avait une petite touche de T'es qui? Puis t'étais un peu aussi... effectivement, début nouveau, je comprenais pas. Puis moi, j'avais pas fait l'école, fait que j'étais pas dans aucune clique non plus. J'arrivais comme solo en faisant c'est-tu correct ce que je fais? C'est-tu trop long? C'est-tu bon? Fait que je me rappelle Junior, qui lui bouquait au Saint-Cyboire, puis maintenant travaille pour Juste pour rire. La première fois que j'avais joué, il fait T'es qui, toi? Que tu penses-tu que tu as le droit de jouer plus que 7 minutes? J'avais genre fait 11 ou 14. Ah oui, il m'avait ramassé. Fait que j'étais un petit peu échaudé, moi aussi, peut-être, là, dans les débuts, de faire. Les gens qui me parlent, là, sont pas tout le temps smart. Mais finalement... Junior, sa compagnie de production s'appelle Feedback à cause de ça, parce qu'il faisait des feedbacks positifs aussi, là, parce que dans les deux cas, il venait de voir. Mais s'il n'avait pas aimé ça ou que ça avait été trop long, tu le savais. Ben, en fait, tu sais quoi, j'avais parlé avec Marie-Ève, Marie-Ève Lapierre, qui est elle aussi chez Feedback, sa conjointe. Elle m'avait dit, s'il a pris le temps de soit te ramasser ou de te parler, c'est parce que, tu sais, il croit en toi. Parce que si tu t'étais planté, puis il t'aurait juste jamais rebooké. Il aurait fait comme... Il n'aurait même pas pris la peine de dire, tu penses-tu que ça vaut la peine que tu fasses 14 minutes quand tu commences? Là? Ouais. Fait que, il voulait juste te cadrer. C'est soit ça ou je l'ai déjà vu ramasser quelqu'un. Mais tu sais, il n'y avait aucune bonne volonté là-dedans de le rendre meilleur. C'est pour qui tu te prends peut-être. Mais tu sais, le défoncer puis que j'ai jamais revu ce gars-là. Ça, c'est pas cadré, ça, c'est plus cassé. Là, c'est exact. Lui, il voulait commence pas à faire ça parce que tu vas te faire une mauvaise réputation. Il était juste enligné. Ce qui est un bon conseil, cela dit. Mais à l'époque, c'est ça, ça se passait dans la ruelle. Au Saint-Cyboire, sur Saint-Denis, il y avait comme une petite ruelle en arrière un peu dégueu. Puis on se ramassait tout le temps là pour jaser, fumer, brainstormer. Puis Junior, c'était comme l'espèce de comment dire, pas le green room, mais quasiment les loges. Ben, c'était la loge, là, c'est ça. Tu passais à l'abattoir un peu, là. Fait que tu faisais ton number, puis là, t'attendais. Puis ma première fois que j'ai passé au Saint-Cyboire, c'était en duo avec un ami qui en fait plus depuis. Puis on attendait, puis il avait été vraiment cool. Genre, c'était moyen, les gars, mais c'était pas si pire. Mais c'était pas ton duo là, qui était venu me jaser. Là. Non, c'est ça. Au début, je pensais ça, mais là, je pense qu'on en reparlera oui, exactement. Parfait. Simon, on part les questions. En fait, je vais te demander quelque chose, c'est aucunement pour t'insulter, mais si tu es capable de piner ton petit micro parce qu'il frotte sur ton capuchon. Il frotte sur ton capuchon. C'est pour ça qu'ils mettent la petite affaire pour le... Faut que je le mette où? Check bien. Non, mais t'es correct de même. Mais tu sais, sur l'autre fil, t'as un truc là, qui descend. Là. C'est ton fil à toi à gauche, je pense. Là. C'est ici. Puis là, tu le pines en dessous, comme ça, il va tenir plus en avant. Puis... OK. Je vois ce que tu veux dire. J'ai appris à quoi ça servait en faisant un podcast. Comme ça? Voilà. J'ai l'air d'avoir tu peux te lousser un peu si tu veux. Je pense qu'il est bien correct comme ça. Parfait. Fait que, Simon, première question. Quel est ton mot préféré? Oh mon Dieu, mon mot préféré. Asile. OK, là, est-ce que tu veux l'emporter dans la tombe ou tu veux nous expliquer pourquoi? Honnêtement, peut-être que si j'avais réfléchi plus longtemps, j'aurais trouvé d'autres mots, mais asile, parce que j'aime la sonorité de asile. J'aime parce qu'en anglais, c'est asylum. Mais parce que asile politique, c'est aussi laisser rentrer quelqu'un, lui donner une autre chance, puis aller à l'asile, c'est complètement autre chose. J'aime ça, les mots qui peuvent avoir deux significations complètement opposées. Puis, je sais pas, j'utilise ce mot-là une couple de fois dans certains numbers. J'aime l'image. Parce que moi, dès qu'on dit le mot asile, j'imagine une nuit d'orage, un paratonnerre, tu rentres là. Fait que moi, il y a comme plein d'images qui me viennent en tête quand je dis ce mot-là. Fait que c'est pas nécessairement un mot que j'appellerais pas mon enfant comme ça non plus. Asile, je sais pas. On dirait que... Quand tu dis asile, ça me fait penser à Shutter Island. On dirait que l'image que tu décris, c'est ça, exactement ça. Exact. Tu sais, pendant plusieurs années, des époques, aller à l'asile, c'était pas mal le terminal. C'était pas mal t'allais là. Puis,
Il y a l'asile politique, ça, c'est autre chose, mais Ouais. à l'asile, je sais pas, on va l'envoyer à l'asile. C'est pas comme il faut qu'il y ait en psychiatrie, peut-être qu'il devrait avoir un psy. À l'asile, c'est fini. Il est trop Ouais. tard, il est too late. Puis ça fait référence aussi à Arkham, Batman, Geeks, Joker, tout Ouais. ça. Fait que, tu sais, il est comme fait que, peut-être que si on y repenserait, je sortirais d'autres mots, mais on dirait qu'Abril Pourpoint, c'est le premier mot qui est venu à l'esprit. Fait que, Puis est-ce allons-y que naturel. tu as toujours un petit sourire en coin quand tu passes par Saint-Basile ou ça change absolument rien? Là, ça te fait rien? Maintenant, oui. Maintenant que tu le Oui. dis, oui. Maintenant qu'on a fait ce podcast-là, oui. Mais Basile, oui. Oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre Basile dans. Parce que Basile, tu sais, tu peux pas prendre Saint-Basile. Tu peux pas croire qu'on a canonisé quelqu'un qui s'appelait Basile. Parce que Non, Basile, c'est clairement l'idiot, là. C'est. C'est pas le gars qui enlève les anus, c'est le gars qui joue avec. C'est lui. Basile, c'est lui. Je pense. On poursuit. Ben, on va à l'opposé. Le mot que tu détestes. Le mot que je disais. Varice. Ah. Varice. On dirait que j'y goûte à ce mot-là. Varice. T'as l'avarice qui est aussi un vice, mais une varice, mais c'est pas beau une varice non plus, mais tu sais, quand tu veux pas aider quelque chose, d'après moi, les choses les plus laides, on devrait leur donner un mot qui sonne bien pour un peu diluer, mais une varice, on dirait que tu peux pas le dire autrement que comme ça. Là. C'est comme une varice. Tu peux pas dire varice. C'est varice. On dirait qu'il y a de la texture dans ce mot-là, mais en même temps, il est dégueulasse, mais il est efficace. Tu sais, maintenant, une varice. Maintenant qu'on pense à une vieille tabarnak qui sert à smoke, qui donne des mauvais cadeaux de Noël, là, qui donne des bas qu'elle a fait elle-même, qui pique. Là. T'as des beaux bas de ma tante Varice. Moi, Varice. Et je connais personne qui s'appelle comme ça. C'est sûr qu'il n'y a personne qui s'appelle. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Varice. Chris, moi, j'ai vu des posts que leur enfant s'appelait Skyline, comme une Nissan. Ouais. Là. Ouais, Oui. Alors, Varice. Varice, peut-être, en anglais. Peut-être que ça Varice. Varice. Ouais. Varice, tu vois, ça sonne déjà mieux, mais Varice. Ouais, elle vient ici. Là, c'est la petite Varice. Oh, non, Varice. Ah ouais. Varice. Varice Castonguay. On dirait que ça se dit. Non, là-dedans, tu pars avec 3 prises. C'est chaque syllabe. C'est 4 prises. Là. Varice Castonguay. 5, c'est 5. Tu pars avec 5 prises dans la vie. Hein, en partant. Faudrait qu'on demande aux gars de Rince Crème. Il y a quelqu'un qui leur fait des BD. Là. On dirait Varice Castonguay. Ouais. Ça serait un bon personnage. BD, oui. Ah, j'avoue que ce serait un personnage. Varice Castonguay. Oui, Chris, oui. Son frère Basile, c'est sûr que son gars. Hey, on vient de désastier. Varice et Basile, là, ce serait un couple ou 2 amis ou un couple de BD très payant, je pense. Ouais. On poursuit, Simon. J'ai changé la question, puis il y a des gens qui m'ont fait remarquer que c'est plus du tout la même question, dans le fond, parce qu'à la base, la question était « Votre drogue favorite? » Puis je trouvais que les gens étaient plus réservés à répondre à ça. Ouais. Même si tu peux dire caféine, chocolat. Fait que j'ai changé ça pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendant, tu fais ça, je peux pas m'en passer. À part l'insuline, mettons. Là. Y a-tu quelque chose? Là, c'est ça. Moi, c'est pas juste parce que je pourrais t'en nommer 8. Cortisone, Florinet, Frocatrol. Mais ça, c'est des prescriptions. C'est pas, je peux pas m'en passer, mais c'est jouer ces mots un peu par rapport à la question que tu poses. Écoute, les chips. C'est vrai? Je suis un grignoteux. Moi, je pourrais ne pas manger de repas puis juste grignoter à la journée. Je peux pas à cause de... parce que la vie. Mais des chips grignotines en général, il faut que je me parle. Je suis un adulte, je suis capable de me contrôler. Mais honnêtement, c'est là-dedans que je peux facilement le plus sombrer. Si que j'aime ça. Puis toutes les fucking sortes, les sortes weird qui sortent une fois par mois, une fois par année, pour te dire, Chris, c'est donc bien de la merde, j'aime mieux les originales. Parce que, tu sais, mettons, les Lay's, poulet cachiator, là, ils sortent ça pour que tu goûtes. C'est comme, j'aime mieux barbecue, puis tu rajoutes des barbecues. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça qu'ils sortent du coke à la cannelle aussi. Il y a du coke qui goûte de la cannelle, ils font ça pour que, Chris, c'est de la merde, j'aime mieux l'original, puis tu retournes dans l'original. C'est pour ça qu'ils font ça. Puis moi, je les essaye toutes. Dès qu'il y a une sorte de chip qui sort, je vais les essayer. Whatever, whatever la sorte de style, je suis là. À part les affaires, mettons, extra méga piquant, ça fait couler la cire d'oreille. Là. Ça, peut-être pas. Mais les chips et les grignotines, honnêtement, c'est un problème qu'il faut que je me conditionne à gérer au quotidien. Ça me fait rire parce que, tu sais, on parlait de soirée d'humour tantôt, puis la soirée Oma fait rire dans Hochelaga Maisonneuve.
Il y a Chantal là-bas qui est la propriétaire qui fait tout le temps des espèces de craft de loge, mais c'est tout le temps justement des chips, soit des gâteaux de la journée, mais des fois elle achète des chips, c'est toujours des saveurs genre Five au lard ou ben. Elle en prend juste comme random, de genre, je sais pas où elle va, là, mais pas des fois. En tout cas, dans mon souvenir, il y en avait tout le temps 4-5 sortes là, de sacs. Là. Pas, des gros sacs, juste sur la table avec un gros plat de bonbons et des gâteaux. Je suis comme, pourquoi tu fais ça? Je sais que c'est super bienveillant, Chantal, c'est une personne extraordinaire qu'on adore, mais c'est limite psychopathe. Non, mais il y a une année, c'était Five au lard puis cheeseburger. Là, arrête, là, tu sais. Dis-nous. Soupe ou je brunch ou je grignote, je sais plus. Mon cerveau est tout fucké. Et tu rentres là, dans les loges de Oma, il y a des photos d'humoristes placardées sur tous les murs, puis des chips et des bonbons. Ça fait vraiment comme une espèce de piège. On dirait que c'était... Si on savait qu'elle n'était pas bienveillante, c'est ça. Si on savait qu'elle n'était pas bienveillante, on ferait comme c'était peurant ici. Là. C'est vraiment des retards de journaux, même qu'il y en a qui ont commencé à journir. Tu sais, puis là, tu fais. Puis elle fait juste piner par-dessus. Il y a des retards de journaux partout ces murs, puis il y a une pile à côté parce qu'il n'y a plus de place ces murs pour poser ceux-là. Fait qu'elle fait une genre de rotation. Tu sais, on la connaît, on le sait que c'est très bienveillant, c'est très gentil de sa part. Mais si tu rentres là et tu le sais pas, tu t'en vas, t'as peur. Honnêtement, un gros sac de chips et de bonbons, puis des photos de possiblement toi, ces murs, c'est whack. Mais, ça l'a dit, elle est super gentille, on l'adore, on la salue. On la salue. Elle est vraiment, vraiment fine, puis elle a un rire unique à elle. Tu le sais, c'est elle là ta première médiatique. Tu le sais, c'est dans ta salle au ZooFest. Absolument. À la place des autres, 3000 personnes full, tu sais qu'elle est là. Oui. Puis elle, à Oma, Bassou des Patriotes, ben... Là, ça a recommencé, mais elle était là systématiquement. Tout le temps. Puis, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on l'adore. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'on la... Non, on l'adore. On l'adore vraiment. Mais pour vrai, effectivement, quand tu n'es pas au courant du concept, ça peut paraître un peu weird. On poursuit avec, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Que j'aime le plus? Moi, j'adore quand il y a un orage. Quand je suis en dedans, là, le vent fort puis la pluie qui tombe sur le toit, en particulier, mettons, d'un chalet, que c'est un toit de tôle, mettons, ou pas super un toit de maison neuve. Là. Moi, mon père, quand on était jeune, puis il y avait des gros orages ou qu'il faisait vraiment une tempête de neige aussi, là, puis qu'on entendait le gros vent, tout ça, il disait « Hey, on est en bien en dedans. » Genre, juste apprécie le fait qu'en ce moment, tu subis pas ce qui se passe dehors. On dirait que ça me réconforte avec ah, dehors, c'est de la merde. Il pleut, il fait frais, mais en dedans, je suis bien. On dirait que ça me met dans une zone de confort de haha, tiens, dans tes dents, nature. Je ne subis pas ton courroux. Puis ça me rend heureux. On dirait que, alors que ma fille, quand il y a des orages, elle pleure, puis elle vient se coucher avec nous dans le lit. Moi, quand il y a des orages, même tonnerre, éclair, la pluie, le vent fort, j'adore ça. Ton père, pendant le déluge, il était-tu comme on est-tu bien en dedans? Hein? Anecdote du déluge, OK, parenthèse. Parce que moi, je viens du Saguenay, fait que j'étais à Chicoutimi pendant le déluge. Mais moi, j'étais plus comme en haut, où on était placé. Maison Blanche. Ouais, la petite Maison Blanche, c'était dans le quartier où c'était dans le creux. Tu as le Saguenay, puis la Maison Blanche est comme pas loin du Saguenay. Moi, j'étais plus en hauteur. Avec nous, on n'a pas eu de problème direct dans notre maison. Mais il y avait un ami de mon père qui devait descendre au Saguenay ce week-end-là pour jouer au golf et tout ça. Puis là, le matin que ça vraiment, là, le barrage déborde et que ça va pas bien, on est tous couchés. Ma mère se lève, il est genre 7h30 le matin. L'ami de mon père appelle. Puis il dit à ma mère, là, ouais, je regarde aux nouvelles, je pense que je ne descendrai pas, là, ça n'a pas l'air d'aller. Puis là, ma mère fait comme, ben voyons, il n'y a plus, mais là, ça a arrêté, là, ça va aller. Il y a un peu de pluie, il n'y a rien, là, viens-t'en. Ah, OK, il raccroche. Puis là, après ça, elle ouvre la télé. Puis elle voit que la ville est à moitié rasée, quasiment dans le quartier du bassin. Il y a des maisons qui flottent sur le Saguenay. Puis elle est en train de dire à l'ami de mon père, ben non, relax avec ça, un peu de pluie. On va pas faire un cas avec ça. Viens-t'en. Finalement, il s'est envenu. Il est arrivé le jour même, puis il est reparti le jour même, parce qu'il s'est rendu compte que bientôt on allait séquestrer du monde. Mais fait qu'elle avait même pas voir la télé encore, pas de radio. Fait qu'elle se rendait pas compte à quel point c'était. Parce que ça est arrivé très vite. Là. Les gens pensent qu'on a vu ça. Ce monsieur-là, il offre quand même un énorme pouvoir de dissuasion à ta mère. Là, il n'a pas été. Puis en plus, c'est ça, il s'est fait convaincre par non. Alors qu'à la télé, RDI font comme allez, bon Saguenay, c'est la catastrophe. Sauf que Linda Duquette m'a dit que c'était correct. Il a donné beaucoup de pouvoir à ma mère. Cela dit, tout s'est bien terminé. Mais voilà, anecdote du déluge. Mais oui. Fait que vous n'avez rien eu, vous n'avez pas été affecté. Comment?
Vous n'avez pas été affectés, vous autres? Très peu, parce que tu sais, il y a eu des pannes de courant un peu, des choses comme ça. À un moment donné, l'eau circulait plus, il avait fermé l'eau, l'aqueduc et tout ça. Fait que les gens venaient, les voisins autour de chez nous venaient chercher de l'eau dans notre piscine pour remplir leurs toilettes et tout ça. Mais ça a duré peut-être une journée ou deux, fait que ça n'a pas été on n'a pas été dans la misère, il y a eu de l'électricité et tout ça. Donc, c'était vraiment, mais c'était facile on allait faire un peu d'auto, puis on allait se placer sur un belvédère pour voir, puis on voyait très bien que le quartier du bassin qui appelle Chicoutimi, là, ça allait pas bien. Nous autres, vu qu'on était plus haut, ça n'a pas monté jusque-là. Puis c'était un peu. Si l'intérieur, il y a des barrages à l'intérieur à cause de l'Alcan, si ces barrages-là avaient cédé, là, ça aurait été un autre problème, mais c'est pas arrivé. Donc, je l'ai vu, mais on ne l'a pas subi en tant que tel. Parfait. Merci pour cette histoire-là. J'ai J'ai tout aimé. On poursuit avec à l'opposé. On a le son et le bruit que tu aimes entendre. La pluie, ça tôle. Si on va à l'opposé, un son que tu haïs à entendre. Un balai sur de l'asphalte. Ah! Quelqu'un qui brosse que je ne suis pas capable d'imiter, mais on comprend un gros balai avec qui sur de l'asphalte. Ça me fait. Parce que tu sais, il y en a qui j'aime pas non plus les ongles sur un tableau, là, mais en haut de ça, j'en parle, puis on dirait que je fais quasiment de la salive. On dirait que ça me joue dans la mâchoire. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais un balai sur de l'asphalte, ça me. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'un balai sur du bois franc, tout ça, je pense que le balai chez nous, c'est correct, mais sur de l'asphalte, le frottement que ça fait, ça vient me jouer jusque d'en haut de la mâchoire ici. Là. Je comprends, mais ça me pogne en arrière dans la nuque. Puis moi, ça me fait le même feeling quand. Ça, je fais pas ça tous les jours, là. Mais si par malheur, je passe mon pouce, ça brosse à dents là, sur le poil, ça me fait ça. J'aime pas le son de tout ça, je viens pas bien. Fait que je comprends très bien. Je vois les gros poils bruns de brosse drette. Parce que sur une surface qui est lisse, qui n'est pas poreuse, tu sais, comme je dis, le balai dans la maison, tout ça, oui, mais sur une surface, même sur mon balcon, mais sur l'asphalte, vu que c'est poreux, la friction que ça fait, ça me rend limite agressif. Je comprends. Limite, genre, j'aime vraiment pas ça, pas de là à pleurer pour me mettre en boule Rain Man, mais... mais je me sens pas bien quand j'entends ce bruit-là. Je le fais des fois dans mon entrée parce que moi, je suis pas un adepte de la hausse dans le cours non plus, par rapport à ceux qui le font. Là. Fait que je le fais, mais il faut quasiment que je me mette un mort-piece et que je morde dedans. Avec bien de la musique forte dans les oreilles. Là. Du gros death metal norvégien. Là. Bon, Hubert Lenoir, tout le monde en parle en boucle. Ouais. Simon, la prochaine question, c'est... Ben, j'ai plein de questions favorites, là, mais celle-là, c'est une que j'aime beaucoup, vu que c'est vraiment différent à chacun. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Deuil? Oh, c'est une bonne question, ça. Mon premier deuil, est-ce qu'on parle littéralement de quelqu'un décédé ou tu veux dire... C'est pas obligé. Il y a beaucoup de personnes qui parlent... il y en a qui parlent d'humains, de grands-parents, il y en a d'autres qui parlent d'animaux. Il y en a certains qui parlent même de deuil, de comme leur vie, comme de ne pas avoir fait un sport national, tu sais, ou d'être coupé avant d'arriver dans la Ligue nationale. J'en aurais plusieurs, parce que des gens importants, des cousins, des tantes et tout ça qui sont décédés, mais pour y aller peut-être d'un autre spectre que les gens explorent peut-être moins, mes cheveux. Ouais. Mes cheveux, parce que moi, j'ai déjà eu des cheveux, là, j'imagine que les gens avaient déduit ça, ou ceux qui ne me connaissent pas. Mais j'ai eu des cheveux, puis j'ai fait de la pelade, donc j'ai commencé à perdre mes cheveux par section pendant un temps. Puis même pendant un temps, j'ai eu des injections de cortisone dans le cuir chevelu, puis ça repoussait. Puis à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. J'avais des spots ici, j'en avais en arrière quasiment complètement. Puis je voulais pas assumer que mes cheveux s'en allaient. Et à un moment donné, il a fallu que j'assume parce que, tu sais, je me levais le matin, il y avait plein de cheveux sur mon oreiller, mais mes cheveux s'en allaient, il fallait que je me rende à l'évidence, puis mes sourcils disparaissaient, mes cils aussi. Donc, j'ai décidé de raser complètement les cheveux. Puis, vu que j'avais encore des cheveux, ça faisait comme des plaques un peu, genre bleu marin, parce qu'il y avait encore quand même des cheveux qui poussaient un peu. Et j'avoue que quand j'ai fait le move de me raser, je me disais, bon, je vais me raser jusqu'à temps que ça repogne comme il faut. Quand ça repoussera, je les laisserai pousser. C'est jamais arrivé. Donc, il est arrivé comme après une couple de mois, je me suis rendu compte qu'après m'être rasé, il y avait de moins en moins de traces de cheveux jusqu'à plus en avoir parce qu'on ne voit plus de spots. Si je les laisse pousser très longtemps, il y a des petits spots, mais c'est pas T'as fait ça pendant la pandémie. Ouais, exact. Je l'ai fait pendant à peu près 2 mois, début de pandémie, puis c'était juste ridicule. Là. C'est pas des cheveux, tu es rendu là, c'est plus comme du poêle, c'est plus la toundra que c'est l'Amazon, d'accord? Ouais. Fait que le deuil, à peu près à 20 ans, je n'aurai plus jamais de cheveux.
c'est un deuil particulier parce que c'est pas un deuil que tu peux relate avec beaucoup de monde. Puis c'est pas le genre de... Tu sais, on n'a pas ultimement besoin des cheveux, là, dans le sens que au quotidien, on vit dans un monde où pas de cheveux. Regarde, tu mets une casquette, tu mets de la crème quand il y a du soleil et tout ça. Il y a moyen de vivre sans cheveux. Mais de me dire, c'est fini, je me gratterai plus les cheveux, je n'irai plus chez la coiffeuse me faire laver les cheveux, me faire un shampoing. Comme ça, je me réveille la nuit en y pensant. Je me réveille la nuit parce que j'ai rêvé que mes cheveux repoussaient. Puis c'est quelque chose de récurrent encore. Fait que ce deuil-là a été un deuil particulier parce que c'est pas comme un deuil conventionnel que d'autres mondes peuvent partager avec toi parce qu'eux autres aussi ont perdu quelqu'un de proche puis tu peux en parler. Fait que c'est un deuil que tu vis vraiment tout seul jusqu'à l'accepter. Puis je l'ai accepté. J'en parle, j'en ris, je fais des jokes là-dessus. Ouais. Mais ça a été un deuil, c'est encore un deuil très, très particulier à faire. C'est pas le pire, c'est peut-être pas mais c'est peut-être un des deuils les plus marquants dans son unicité, là, vu que c'est un deuil très particulier à vivre. Puis, mettons, pour les gens, mais autant à l'audio, mais que même en vidéo, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui te connaissent. Mais moi, je l'avais appris par cœur, puis je me trompe tout le temps. Je disais toujours polyendocrinopathie de type. On va dire 2. Ça doit être le 1. C'est-tu le 1? Encore. Mais tout le reste est bon. Bravo, parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas du tout. Ouais. Mais oui, polyendocrinopathie de type 1. C'est une maladie des glandes endocrines. Fait que, tu sais, moi, ma glande surrénale ne fonctionne pas, parathyroïde, mon pancréas. Puis le vitiligo, que j'ai aussi, les taches que j'ai sur la peau et tout ça, c'est un symptôme relié à ça, mais qui n'est pas nécessairement... Il y a des gens qui ont ma maladie qui n'ont pas ça. Même chose pour la pelade, c'est pas nécessairement... rendu là, c'est de l'alopécie, en fait. C'est que j'ai plus de pilosité, j'ai pas de poils sur les bras, sur les jambes. Puis où vous pouvez n'importe où imaginer, il n'y en a pas. Fait que c'est pas juste une question de cheveux. Puis ça, c'est un symptôme qui peut être lié, mais pas nécessairement. Moi, c'est arrivé. À peu près dans les années où j'ai eu mon diabète diagnostiqué, tout est arrivé un peu en même temps. Puis dans ce temps-là, le corps shut down les affaires qu'il n'y a pas besoin, dont le poil. Et ça peut créer des choses comme l'alopécie qui fait en sorte que ça ne revient pas. Donc. C'est-tu la garderie là, qui ne fait pas la garderie? Non, un 800. Je ne sais pas c'est quoi un 800. La maternelle qui fait ouais, votre gars ne veut pas rester à l'école finalement. Non, mais un 800 d'habitude, c'est pas l'école. Okay. Un 800, c'est pas l'école. Mais fait que c'est ça. Ouais. Que lié à tout ça, c'est rajouter la perte de pilosité et le vitiligo. Tu as dit quelque chose que tu. Mais on dirait que je rêve un peu que tu ailles quand même chez la coiffeuse demander un shampoing. Que tu arrives là-bas, tu t'installes. Parce que, c'est sûr que tu es refroidi, mais 2, je pense qu'ils peuvent quand même te faire. Tu sais, le cuir chevelu, le bout du massage de tête, ça. Ouais, mais ma sensibilité au niveau de la tête n'est plus la même. Là. Ça fait comme 15-16 ans que j'en ai plus. Là. Fait qu'on dirait que c'est un peu comme du cuir. Là, ça s'est tanné. Fait que je suis vraiment moins sensible au niveau de parce que n'importe quoi que tu laisses à l'air va devenir moins sensible à long terme. Fait que je pense pas que j'aurais le même. Mais je me rappelle du feeling de se gratter les cheveux, la racine. Je pourrais y aller, puis même faire un stun de m'amener. Puis pourquoi pas? Puis pourquoi pas? Ouais. Mais je sens plus j'ai plus les mêmes sensations de la tête que j'avais quand j'avais des cheveux parce que c'était protégé en dessous de mes cheveux, là, vu que c'est toujours à l'air libre, au soleil et au vent. L'érosion, j'imagine. Je pense exactement à l'érosion, Simon. C'est ça le mot là-dessus. Mais merci pour ce partage-là, parce que c'est pour ça que j'aime tellement ça, justement. En plus que tu sois allé dans une autre table, c'est super intéressant. On poursuit avec la prochaine question, qui est quel est ton blasphème ou ton gros mot préféré? C'est pas obligé d'être un gros mot d'église, mais généralement, ça se ramasse là. Mais si tu as des fois les gens ont genre une suite de mots aussi qui n'est pas nécessairement de l'église, qui est. Ouais, ça c'est j'aime bien sacrement. Ouais. Sacrement, parce que sacrement, il peut se dire sacrement. Tu peux le dire d'une shot, puis tu peux le décortiquer un peu comme tabarnak. Ouais. Ça serait un peu comme mettons, le petit cousin un peu faible du tabarnak. Mais sacrement, il surprend parce qu'il n'est pas utilisé tant que ça, sacrement. On dirait qu'il résume toutes les autres comme un sacrement, ça englobe tout le reste. Fait qu'un bon sacrement, oui, j'aime ça. J'aime ça parce qu'il peut être pris positivement, genre, sacrement. Mais quoi que c'est plus dans le négatif. Le sacrement peut être plus dans le négatif. Il fait du bien quand tu te cognes,
mais il résume plus une idée, là, tu sais. Ouais. Quand quelqu'un te dit une idée, ouais, sacrement, on dirait que ça résume plus la consternation. Fait que, sacrement, je l'aime bien. C'est sûr Hey, que toi, tu le prononces avec le E. Sacrement, ouais. Tu dis sacrement. Ok, moi, je dis vraiment sacrament. Moi, je mets. Sacrement. Mais sacrement, ouais. 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 Avec le E, on l'entend bien, même quand en majuscule dans le milieu. Sacrement. Ouais, ou juste un sac. Tu peux prendre juste des petits bouts. Tu peux le slang un peu, là. Ouais. Tu peux je sais pas, le dead obese ou whatever. Ouais. Le mettre en slang un peu. Sacrement, Je t'ai coupé, t'allais sur le tabarnak, là, tu t'enlignais sur le tabarnak. Ben, c'est parce que c'est un classique, là. Tabarnak, c'est sûr que, mettons, dans des numbers, si j'ai un sacre à mettre, d'habitude, ça va être tabarnak. T'sais. Tabarnak. J'aime le swing que ce mot-là donne. Puis, moi, dans ma tête, il y a une hiérarchie là, des sacs. Puis tabarnak, c'est le Godfather, là, c'est Marlon Brando. Là, il y a des watts dans la bouche, puis il y a un chat, puis il n'y a rien à fucker avec personne parce que lui, il contrôle tout le reste. Là. Tabarnak, tu ne te rendras jamais à être aussi efficace qu'un tabarnak, à mon sens. J'aime l'associer. Scarface, c'est un calice. Il s'est rendu, mais il se fait quand même gonner. Oui, il se fait quand même gonner à la fin. Alors que tabarnak, il va mourir en faisant rire son petit-fils dans le jardin. Là, j'aime ça. c'est lui qui contrôle le reste. Là, on l'imagine bien pensant dans son fauteuil. Il n'a pas besoin de fuck avec personne. Il sait comment ça marche. Tabarnak, il est placé. Là. Il connaît sa shit. Fait que tu l'utilises juste quand vraiment... si tu te rends à lui, tu as besoin de lui. Là. Sinon, tu as un petit hostie, un Chris, un calice, va faire l'affaire. Mais quand tu as besoin du tabarnak, il y en a juste un qui est au top. Là, parce que Chris, calice, hostie, ça interchange un peu. Là. Je pense même qu'à l'église, c'est lui qui... C'est la petite porte qui ouvre, puis tout le monde est dans lui. C'est le calice, il est là, les hosties sont là. C'est lui qui gère tout. C'est le bloc appartement des sacs. Ils sont tous dedans, ils ont tous leur petit logement et leur utilité. Mais au bout de la ligne, c'est lui qui gouverne le reste. C'est sûr que tabarnak. Mais sacrement moins utilisé, plus osé. Je l'aime bien aussi. Il se ponctue bien lui aussi. Oui, absolument. Prochaine question. En fait, cette question-là commence à être désuète parce qu'il y a plein de monde qui m'ont envoyé un lien montrant que le 3/4 des billets, c'était du monde raciste dessus. Mais je garde quand même la question qui vient de Bernard Pivot qui est demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Qui est-ce que Simon Delille décide qu'on met dessus, homme ou femme? Oh, une excellente question. Oh là là. Louis Riel. Louis Riel, ici, je pense que Louis Riel aurait une résonance pour beaucoup de raisons. Ça résume beaucoup de... Puis là, je n'essaie pas de m'intégrer d'un combat que je ne fais pas partie, mais honnêtement, je pense que ce serait la moindre des fucking choses. Quelqu'un d'aussi représentatif. Puis c'est quelqu'un que je pense qu'il y a de résonance pour beaucoup de gens, puis on l'a appris. Il était dans nos livres d'école quand même s'il manque beaucoup de choses dans nos livres d'école, on est d'accord? Fait que ça, c'est sûr que je le mettrais. Dans un côté plus, mettons... ludique. C'est sûr que, tu sais, au Canada, ça a peut-être moins de résonance, mais tu sais, au Québec, un de nos héros, un genre de René Lévesque, c'est sûr que, tu sais, ça aurait une résonance pour beaucoup de gens parce que ça a été le début de quelque chose de nouveau qui, malheureusement, le PQ est en train de tranquillement sombrer dans les abysses. Ouais. Mais ça a été au Canada, je pense pas, mais si on pense à un billet québécois, c'est sûr que René Lévesque, il reviendrait rapidement dans mon pool de gens que je trouverais importants. Il revient souvent, d'ailleurs. Souvent, il revient. Tu sais, à plein de niveaux, tu sais, puis j'ai pas vécu cette époque-là, toi non plus. Mais tu sais, pour que cet homme-là était assez important, pour que même aujourd'hui, on en fasse référence comme quelqu'un qui devrait être sur un billet de banque, c'est parce qu'il a créé quelque chose. Puis on est à la recherche de ce charisme-là politiquement depuis qu'il n'est plus là. On n'a jamais revu. On n'a jamais vu autant de ferveur du monde s'unir autour d'un seul homme depuis René Lévesque. Il y a eu des bons politiciens, mais cette ferveur-là, cette unicité-là que ça a créé, on ne l'a pas revu, on va-tu leur avoir, je ne sais pas. Mais je pense J'ai l'impression que c'est dur pour... Si tu ne peux pas fumer une top pendant que tu t'exprimes, j'ai l'impression que déjà là, ça diminue ton propos. C'est sûr. C'est sûr que tu ouais, c'est sûr. Peut-être c'est juste ça aussi. Peut-être recommencer à fumer à l'Assemblée. Puis, vapoter à la limite, là, tu sais, déjà là. Ouais. Pas que, tu sais, un gars qui a une grosse... ça n'a pas le même impact qu'il fume une smoke qui s'en calisse. Il y a un côté, je m'en calisse,
m'a dit qu'on devrait être souverain en me décollissant l'intérieur, alors que la petite vapoteuse aux cerises. Pas sûr que ça aiderait, mais regarde. Une bonne whiff de caramel pendant que tu passes ton message. Là. Une whiff de cannelle. Bravo, monsieur Belle. Il y en a des vraiment gros, ça. Il y en a qui ont des petites vapoteuses discrètes. Il y en a d'autres que tabarnak, tant qu'à ça, veut dire. Je pensais qu'au début. Une grosse bonbonne d'oxygène, puis. Au début, c'était ça. C'était des petites cigarettes qui semblaient être une cigarette, mais c'était à s'y méprendre. Là, maintenant, c'est rendu. Tu fumes sur une tank de char. Là, ça prend 7 batteries 3A, 2C. Ça paye à peu près 3 livres. C'est comme une bursite parce que tu vapotes. Ben là, peut-être que ton problème. Il y en a qui connaissent ça. Là, ils font leur affaire. Là, ils disent là, je fais mon coil. Là, je fais mon huile. De tabarouette. OK, là. Ouais, peut-être que. C'est un vice. Ouais, c'est un vice qui te prend beaucoup de temps. Là. Je pense que j'aime autant les chips tant que ça. Y a-tu, Simon, un métier que tu le sais que tu aurais détesté faire? Ah, comptable. Ouais. Comptable. Tout de suite. Comptable. Puis je veux aucunement rire des comptables. Honnêtement, vous avez tout mon respect. Mais être enfermé d'un bureau 9 à 5, que j'imagine, à compter, 16 minutes, je me perds. 16 minutes. C'est ça. À 9h, je rentre, 9h16, je suis dans le garde-robe, c'est fini. C'est terminé. C'est faire la même chose tous les... Déjà, moi, avoir des journées pareilles tous les jours, ça viendrait chercher quelque chose en moi de pas sain. Puis faire quelque chose que j'aime pas tous les jours, moi, compter les maths, ça, c'est pas du tout mon... Mais faire de tri de papier, puis compter des taxes, puis j'y pense, puis je commence à faire un peu d'urticaire. Comptable. Puis, donc, être comptable ou brosser le trottoir avec une brosse? J'aime autant brosser le trottoir. Honnêtement, des grosses coquilles, un mont-de-piste, du death metal norvégien, puis on passe au travers. Mais comptable, il n'y a aucune musique qui peut enterrer le spleen que ça créerait en moi. Je deviendrais gris. Puis tu sais, j'ai une comptable, puis ils sont super, puis ils sont très enjoués, ils ont l'air très heureux, puis c'est tant mieux. Là. Je dis pas qu'être comptable, c'est ça pour tout le monde, mais moi, ça serait vraiment un purgatoire. Puis, il y a sûrement vraiment pire. On a-tu la même comptable? Est-ce que toi, c'est la sœur de la blonde de quelqu'un? Non, moi, c'est quelqu'un qui m'a été référé. J'étais avec Pierre Mancini dans le temps. OK. Puis quand il a arrêté, il m'a référé à cette personne-là. Puis depuis, c'est littéralement à 5 minutes de chez nous. Ah, OK. Parce que moi, j'ai la sœur de Michel Sigouin. De Michel Sigouin, oui, c'est ça. Je la salue. Nadine, ça? Oui, Nadine. J'ai pensé à elle est là aussi, mais elle est plus loin. Puis, elle est à Laval. C'est ça, j'ai un bon service, c'est vraiment à côté de chez nous. Fait que pour l'instant, tout se passe bien à mon cabinet. Moi, je les salue. Là, ils ont beaucoup d'humoristes, ils ont beaucoup d'artistes. Puis c'est pas juste être comptable, c'est aussi être un peu maman, puis courailler après toi pour les taxes, puis faire hey, tu penses-tu nous amener ça? Puis ça commence à être du deadline. Puis... Il nous faut ça parce que honnêtement, on n'est pas bon. En tout cas, moi, je suis pas bon là-dedans. Hey, moi, je suis arrivé le premier coup avec un sac d'épicerie rempli de factures, puis j'ai fait voilà. Bonne journée. Bonne chance, puis faites-moi sauver des sous, là. Fait que, je sais pas. C'est sûr que, mettons que je me mettrais à faire beaucoup plus d'argent que j'en fais là. Une des premières choses que je ferais, j'engagerais quelqu'un qui. J'aurais juste. Donne-moi un chèque que ça, c'est à moi. Prends ce qu'il faut là-dedans. Mets de l'argent de côté pour les taxes et tout ça. Donne-moi ce qui reste, puis que cet argent-là est à moi, puis j'ai pas besoin de. Oublie pas de payer telle affaire, puis de ça de côté. Puis moi, si j'avais les moyens, j'aurais quelqu'un qui s'occuperait que de ça. Puis ça serait une des premières choses que je ferais si j'avais bien de l'argent, ça serait engager quelqu'un pour gérer cet argent-là. Quelqu'un que j'ai confiance, évidemment. Ma première année que j'ai eu une comptable, tu sais, puis que ça a été. C'était la transition ostéo-ergo vers l'humour. Fait que je m'étais dit, hey, vu que j'avais déjà fait une année fiscale en ergothérapie, je veux pas déclarer mon argent d'humour tout de suite. Fait que ce que je vais faire, je vais garder tous mes chèques d'humour, puis je vais les déposer le 2 janvier de l'autre année. Puis là, elle me dit, tu sais que les T4 là, sont de l'année que tu as eu ton argent. C'est pas quand tu déposes ça dans ton compte. Hey, moi, là, je vivais serré, mon gars, parce que j'avais une pile de chèques pas déposés. Je pensais que déposer le 2, t'allais être l'autre, mais même si le chèque a été fait en septembre. OK. Elle m'avait dit, tu sais que tu as des chèques qui sont genre bons pour 6 mois aussi. Il va falloir que tu déposes ça vraiment bientôt parce qu'ils seront plus bons. Ah mon Dieu, ça c'était ma première année avec une comptable. Qui étaient plus bons ou J'ai eu un chèque qui rebondit. Pas la traditionnelle de hey, on a checké ça, on a eu un T4. Je pense que j'ai pas eu le chèque ou en tout cas, puis ils me l'ont renvoyé. Bon, mais Parce que j'ai déjà eu des chèques qui ont rebondi.
Mais Oui. c'était pas à cause du temps, c'est parce que c'était des crosseurs. Ouais, Mais, ouais, j'ai eu ça aussi. Pas arrivé mon souvent. Dieu. Pas arrivé souvent. Ouais. Mais il y a une fois que j'ai été obligé d'attendre que quelqu'un sorti de sa job pour qu'il me paye. Ça faisait 1 an qu'il ne m'avait pas payé, il me devait de l'argent. Puis je suis allé à sa job, je l'ai attendu à la sortie, puis là, il faut que tu me payes. Puis il m'a payé. Ah Mais ouais? ouais, je l'ai pas bully. Tu sais, c'est pas genre, je l'attendais avec un crowbar. Mais juste, il était à la sortie de sa job, son boss était pas loin. Parce que si tu me payes pas, je vais aller chercher mon argent comme il faut. Puis Ouais. il a vu que c'était pas son avantage de ne pas me payer. Puis il avait l'argent, c'est ça le pire, il me l'a donné. Je suis comme, mais là, Ouais. pourquoi il a fallu que je l'incite? J'ai fait une job, paye-moi, c'est tout. Il n'y a pas de. Ouais, ça c'est. Puis surtout dans les débuts, ça c'est bien tough. Là. Tu sais, surtout là, tu fais. Mettons, on parle en termes de corpo, là. Tu fais un gros corpo où, mettons, c'est 45 minutes, puis là, tu n'es pas payable. Nous autres, à cette heure, tu sais, c'est moitié avant, moitié après. Fait qu'au moins, tu le sais que si tu te fais fourrer, c'est à demi. Tu sais, Ouais, c'est pas. c'est moitié. Ouais, exactement. Parfait. Là, on va dans les questions un peu plus religieuses, que tu crois ou non, c'est pas grave. Mais si ça existait, la réincarnation, ou si ça existe, en fait, on ne le sait pas, en quoi tu aimerais revenir? Oh. Un requin. Un Wow! requin blanc, genre. Ouais, quelque chose complètement à l'opposé de moi, c'est-à-dire un gros prédateur roi de son royaume. Mais j'ai toujours été très fasciné par les. Honnêtement, un de mes. Je sais pas si c'est dans ma bucket list ou un genre de un rêve un peu enfoui. Tu sais, de descendre d'une cage pour voir des requins blancs. Là. Ouais. Ça serait comme une espèce de thrill que si je pouvais le vivre, je le ferais. Si j'avais les moyens ou les connaissances pour où je me rends, je sais qu'il faut aller genre le Cap en Afrique du Sud, quelque chose du genre, mais tu sais, si j'avais l'opportunité de le faire, je le ferais. Parce que c'est un animal mythique aussi, là, Ouais. à cause du cinéma et tout. On le sait qu'il n'est pas aussi man-eater qu'on pourrait penser. Ouais. Mais cette force de la nature-là qui est complètement au-dessus de la chaîne alimentaire de tout ce qui est autour de lui. Puis ça va vraiment à l'opposé de moi, c'est-à-dire que c'est de la force brute, c'est un instinct de fou, alors que moi je suis un gars très cérébral, plus dans la réflexion. Fait que tant qu'à vivre une réincarnation puis de vivre une autre vie complètement à l'opposé de celle que j'ai vécue, j'irais complètement au bout. Puis un grand requin blanc. Ouais. Mon Dieu. Hey, moi, jamais de ma sainte vie, je descendrais dans une cage avec des requins. Moi, j'aurais le 0,08% de chance que la cage ouvre. Tu sais, n'importe quoi. Déjà, moi, être en dessous de l'eau, me faire respirer en dessous de l'eau dans une machine, c'est quelque chose qui. Ça me stresse au plus haut point. Puis j'aimerais ça faire de la plongée. J'y pense des fois, puis je fais c'est sûr que non. Je veux pas pogner une affaire périmée. J'ai tellement l'eau. Autant que j'aimais ça, genre jouer au water polo, tout ça, que parce que piscine, c'est contrôlé. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tout ce qui est océan, j'ai trop à chienne. Je sais pas, c'est peut-être parce que, tu sais, moi, à cause de ma maladie, j'ai pas des gros rushs d'adrénaline, mettons, d'envie en général, même quand je fais des manèges ou quoi que ce soit. Mais je pense que descendre d'une cage où il y avait des grands requins blancs de 6-7 mètres autour de moi, je vivrais forcément quelque chose. Puis si je vivrais pas quelque chose là, il n'y a aucune autre affaire qui pourrait. Le plus haut que ça, c'est aller faire du rollerblade sur un volcan. Il n'y a pas de. Tu ne montes pas plus haut que ça. Mais j'ai toujours été vraiment fasciné par ce côté. Ouais. Même tout ce qui est documentaire de requins, blabla. Même les films, même quand c'est ridicule, même Sharknado. Ouais. J'ai un gros fan de Sharknado. Je ne sais pas si tu as écouté Sharknado, mais je sais que c'est pas très basé sur des faits. Là. Mais c'est tellement ridicule. Il y a tellement de requins qui en veulent à tellement de gens que ça n'est fascinant. Fait que un grand requin blanc, tant qu'à être badass. Tu sais, je vais pas me réincarner en iguane. Tu as eu quoi comme autre réponse de ça? Qui t'a répondu l'affaire la plus loufoque? Ben, il y a beaucoup de monde. Étrangement, il y en a beaucoup qui m'ont répondu des chats, puis je suis comme, ben voyons, on dirait. Juste rien crissé. Il y a beaucoup de monde, c'est les oiseaux, tu sais, ils aiment ça voler. Requin est venu. Ça, je peux Louis-José m'a surpris avec porc-épic, parce qu'il dit porc-épic n'a aucun prédateur. Ouais, mais il se fait quand même fesser par des chars, fait que tu sais. Puis c'est plate comme vie, me semble. Juste dans le bois avec un terrier. Puis... Tu sais, moi, j'essaierais. Surtout si on se réincarne pour on a un peu la conscience qu'on est réincarné en quelque chose, tu sais. J'aimerais comme, si, je suis un requin, yeah! J'irais juste comme, je mangerais personne, mais j'irais juste me promener autour juste pour les teaser un peu, là. Allô? Je serais un requin taquin, là. Julien Corriveau a dit
une moule. Ça, je pense, c'est vraiment la chose qui m'a le plus épaté. Une moule! La vie la plus dull ever. Se faire un coquillage puis être mangé. Et ça, c'est une moule. Ouais. C'est bon. Ben pogné au fond. Dans le Julien Corriveau, ça fait du sens. Ouais. C'est comme, ben oui, c'est une bonne réponse de Julien Corriveau. C'est une moule, c'est parfait. On poursuit un peu dans les questions tendance religieuse. Là. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, que tu y crois ou non. Tu arrives là, Saint-Pierre il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent? La suite de ta vie. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent? Toi, t'es fucking drôle. Ouais. Toi, tu me fais rire. J'aimerais ça qu'ils disent fucking. J'aimerais ça que Saint-Pierre me dise, toi, là, tu me fais fucking rire. J'aimerais ça que ça soit ça, là. Il m'a regardé, puis il fait pas référence à ma maladie, puis whatever, de bon, enfin, tu vas avoir un break. Juste, toi, là, mon temps, toi, tu m'as fait rire, mon hostie. Parce que il peut dire ce qu'il veut, c'est Saint-Pierre. Il peut dire fucking, il peut dire hostie, c'est ses mots à lui. Mais il est à l'entrée de la porte, il n'est pas dedans, là, lui, de toute façon. Ouais, c'est ça, exact. T'es fucking drôle, je pense que j'aimerais ça. Ben, tu sais, on est humoriste. Ouais. On aime ça, se faire arrêter pour se faire dire ça. Tu me fais rire, t'es fucking drôle. Ça fait toujours le fun. Puis là, c'est Saint-Pierre. C'est comme, ben là, Saint-Pierre me trouve drôle. Je me sentirais un peu baller. Je rentrerais au paradis avec une petite dégaine, genre top live, la. Une petite démarche. Ha ha! Puis là, j'irais au bordel paradis Comedy Club pour roder du nouveau stock de paradis, j'imagine. Faut vraiment spécifier quand bordel Comedy Club du paradis. Les gens qui sont pas initiés au bordel Comedy Club à Montréal, quand on dit bordel, ils sont comme hein? Ouais, c'est ça. Ouais, on va aller. Je vais aller faire du nouveau shit au bordel comme moi, OK? C'est une nouvelle dope ou whatever. Bordel Comedy Club, version paradis, avec un petit old fashion pour aller tester mes nouveaux gags, faire rire Saint-Pierre. Mais t'es fucking drôle, je pense que j'aimerais ça. Ouais. Ah, on dirait que ça, t'es fucking drôle quand t'arrives. Toi, t'es le mien. Ça, c'est le mien, ça. Ça, j'aime ça quand tu croises quelqu'un qui fait ça, c'est le mien, ça. On dirait. Ouais, ou quand quelqu'un dit qu'il rit pas d'habitude. Ça, là. Moi, je suis pas facile à faire rire, mais toi, tu m'as fait rire. OK, yeah. I'm that kind of guy. Même si c'est comme. C'est pas tant une qualité de pas rire beaucoup. Là. Non, c'est un problème que vous avez puis vous devriez consulter. mais moi, ça, j'aime ça, des compliments comme ça. Ce que j'haïs, c'est quand ils font je suis allé voir un autre show cette semaine. Puis là, il nomme un de tes collègues. Là, il bâche l'autre. T'es comme ouais, mais l'autre, là, je l'adore, moi. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec mon show, là, tu sais. Il y a aussi le fait que s'il fait ça là, ça se peut qu'il y ait voir un autre show et qu'il fasse hey, j'ai vu Guillaume Pinot la semaine passée, puis toi, là, il fait toujours la table au show d'après. Il aime toujours plus le show d'après que le show d'avant. Bon, mais au moins, ça le rend heureux. Mais les gens, ils pensent des fois que ça peut nous faire plaisir, mais ça ne fait pas tant plaisir. Non. Non, ça nous fait plaisir que tu aimé ça. Mais tu sais, hey, j'ai vu ton show, j'ai aimé ça que tel autre show. OK, mais tu sais, c'est très subjectif pour commencer. Puis deux, dis-moi juste que tu aimé ça. Tu n'as pas besoin de comparer à rien d'autre qu'à mon show. Mon show, tu aimé ça? Fine. Mais Saint-Pierre, je ferais une exception. Si Saint-Pierre, dans ce au paradis, là, toi, là, j'ai vu Pinot, là, il est rentré, il n'y a pas longtemps, mais toi, là, là, je serais comme, là, Saint-Pierre, il a le droit. Saint-Pierre, il peut bâcher qui il veut, il s'en calisse. Je reviens sur le bord, tu m'avais dit que j'étais le tien. Super triste au paradis. Là, Saint-Pierre, il est juste désagréable. Il n'a pas vu personne, il fait juste donner son avis sur tout, mais il connaît fuck all. Un petit nouveau, là. Il y a un petit résumé rapidement avant que tu arrives, là, comme OK, Maurice, toi. C'est lui qui anime puis il présente ça tout proche. Le prochain, là, il est pas très beau, mais il est drôle. Comme Saint-Pierre, c'est supposé être un nice dude. Elle, c'est une fille, mais elle est drôle pareil. Wow, Saint-Pierre. Hey, j'en ai vu des mauvaises présentations. J'en ai fait des mauvaises présentations. Je l'ai dit sur mon podcast dernièrement avec Kevin Raphaël. Je pense que c'était genre là 8 ans de ça. Quelle mauvaise présentation j'avais faite à Kevin Raphaël. Ah ouais? Tu sais, quand. Ouais, c'était à Saint-Hyacinthe, puis j'avais fait, tu sais, nous, on n'en a pas beaucoup de noirs, fait que préparez-vous. Tu sais, puis j'ai dit, t'avais rentré là-dedans, t'avais ri de ça, t'avais joué à la game. Puis je me suis excusé live sur le podcast. Il fait, non, mais c'est correct. Non, mais c'est quand même important. Surtout dans les dernières années, on a comme compris bien plus d'affaires par rapport au racisme systémique, je crois. Fait que, mais il a vraiment été smart. Probablement que tu as voulu bien faire. Ouais, on voulait faire un gag, mais c'était complètement déplacé. Un gag, puis tu as même, je suis persuadé qu'il y a 8 ans, il y a 10 ans, tu as vraiment voulu
Tu sais, parce que certains sont moins habitués. Puis j'ai possiblement déjà fait ça au Saguenay aussi quand j'en aimais des soirées. J'ai pas de souvenir exact, mais tu sais, ça m'étonnerait pas que j'aille dire une affaire du genre de hey, je sais que vous n'êtes pas habitué de telle affaire, mais même des fois de l'humour, tu sais, là, c'est pas du racisme, mais des fois, on veut trop prévenir ou on veut. Puis c'est de bonne foi, là, tu sais. Mais très maladroit, ça l'a dit, mais au moins, tu t'en es rendu compte, c'est déjà un bon processus vers la guérison. 8 ans plus tard! Il n'est jamais trop tard, mon gars, il n'est jamais trop tard. On poursuit, c'est encore une fois, ça, ben, c'est ma mère. Ma mère participe au podcast. Elle a toujours une question. Manon Pinault demande Simon, comme auteur, y a-t-il des humoristes pour lesquels il est facile d'écrire ou alors complètement impossible de le faire? Pourquoi? On veut des noms. Là, assez déchaîné. Assez gâté, assez gâté. Il y a du monde pour qui c'est beaucoup plus facile. Par exemple, j'ai écrit sur le dernier show de Dominique et Martin. Dominique et Martin, c'est des gars qui ont du métier. C'est du stand-up très classique. Et puis, je ne dis pas ça péjorativement, mais dans le sens que le mandat est clair. Il me donne un numéro, rajoute des jokes, j'envoie des jokes, il garde ceux qui aiment. Ça finit là. Les autres, c'est très. Il n'y a pas 50 000 réflexions de quand il aime le gag, c'est tout. Puis, c'est beaucoup plus simple comme ça. Toi, c'est quand même un bon défi, quand même, d'écrire des jokes parce que t'as un petit côté syndrome de l'imposteur, que quand c'est pas ton gag, t'es pas sûr de « Ah, mais c'est pas moi qui l'ai fait ». Moins là, mais c'est pas un cas, je dirais. Je dirais que le plus dur que j'ai vécu, parce que j'ai pas écrit pour tout le monde non plus, c'est Emmanuel Bilodeau. Ouais. Ben, déjà là aussi, il passe du théâtre à l'humour. Là, oui. Ouais. Oui, puis le gars là, c'est un gars super. Là. J'adore Emmanuel, puis on a retravaillé ensemble même cet été sur d'autres patentes, puis c'est un gars que j'adore, j'ai rien à dire contre lui. Mais j'ai écrit, moi, sur son premier show, puis on a eu beaucoup de meetings, beaucoup de brainstorm, beaucoup de travail qu'on a fait, puis j'ai même écrit sur son premier gala juste pour rire qu'il a fait en 2013, genre 2012. Puis on y écrivait des jokes, là. On travaillait un texte avec lui. On y envoyait un texte, on a rajouté des jokes, puis on disait, OK, on va aller le roder à telle place. Puis on arrivait au rodage, puis il faisait aucun de nos gags. Puis on était comme, ouais, mais c'est parce que c'est pour ça qu'on est engagé. Ouais, mais tu sais, c'est pas mes gags, mais ça a comme mal de. Puis c'est très angoissé, insécure, puis c'est comme une nouvelle job qu'il apprend. C'était excessivement difficile d'écrire des jokes pour Emmanuel Bilodeau. Rachid Badouri aussi, quand même assez tough. J'ai écrit un peu sur son dernier show. Mais je pense que son dernier show, il voulait l'écrire beaucoup lui-même. Même s'il aimait le gag, il voulait que ce soit lui, puis pas méchamment. Fait que ça a été plus dur. Mais lui qui est le plus entre les deux, mettons, là, qui est le plus facile et difficile, c'est Mariana Maza. Comme Mariana Maza, un bon gag, elle va le prendre, mais elle peut le prendre, puis 2 semaines après, elle ne le prend plus. Pas parce qu'il ne marche plus, parce que soudainement, elle a décidé qu'elle ne voulait plus. Fait que, elle est très émotionnelle aussi. Là, elle va beaucoup par passe, par bulle dans sa vie. Fait que ça peut passer de oui à non, à peut-être, à te le renvoie. Puis là, tu réécris quasiment le même gag, tu renvoies. Ah, le gag est tellement bon, c'est incroyable. Je suis comme, ouais, mais c'est le même gag que tu aimais il y a 2 semaines, que tu as enlevé après une semaine, que je t'ai réécrit presque mot à mot, mais tu t'en souviens plus. Tu sais, c'est un genre de puzzle à faire. Des fois, c'est juste un wording qui change. Tu sais, moi, pour le vivre, tu sais, justement, tu m'en amènes des gags. Puis des fois, c'est niaiseux. On a beau passer un meeting de 4 heures à essayer de trouver une joke à une place que, tu sais, vous êtes venu en septembre voir mon show à Brossard. Quand on est sorti, tu as juste fait « Hey, ça me ferait, j'ai pensé à telle affaire. » J'ai fait « Hey, ça, ce gag-là. » Puis à cette heure, je le fais, là, le recensement avec ma mère. Qu'est-ce que c'est? Puis aussi, c'est le fun parce que, tu sais, mettons, mon show, il est construit, puis je l'ai rodé, mettons, depuis la pandémie, là, je vais dire 1 an de la même façon. Puis là, j'arrive, puis là, je fais OK, il faut quand même que je change quelque chose. Ce nouveau gag-là arrive, puis on dirait que ça donne une. C'est tellement le fun d'avoir une nouvelle affaire. Une petite touche de fraîcheur. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment. Mais de façon générale, parce que tu sais, avec Piment Fort, j'ai écrit. Puis, parenthèse, mettons, quand j'écris pour Piment Fort, on écrivait les jokes d'avance pour le show. Puis après ça, on lisait les jokes avant le show. Les humoristes choisissaient leurs jokes, puis on les tournait. Sauf que les humoristes avaient toujours l'option d'en écrire d'autres. Même si on leur avait écrit 5 options de gag. Des fois, il y en a. Puis le plus, puis je dis ça gentiment, le plus pain in the ass, c'était Billy Tellier. Parce que Billy Tellier gardait jamais nos gags. Il en écrivait tout le temps un, puis c'était toujours un excellent gag qu'il écrivait. Mais on le savait qu'on avait Billy. Mettons qu'on était toujours associé à un humoriste. Mettons que tu savais que tu étais associé à Billy.
fallait quand même que tu y écrives des gags. Fallait quand même que tu ailles avec la Bible et que tu épluches les gags avec lui, en sachant pertinemment qu'il n'allait pas en prendre Christ, qu'il allait vouloir tout en écrire un différent pour chaque, parce que lui, c'est une machine. Ouais. C'est pour ça que je dis, c'est avec plein d'amour que je dis ça. Mais lui, c'était un pain in the ass parce que jamais dans 100 ans, il voulait. Il trouvait toujours un autre gag que c'est lui qui avait écrit. Tout le temps. Il n'y a pas de writer, lui, puis à radio, je veux dire, il est là tous les jours à la radio. Machine. Un number de joke, c'est vraiment une machine du diable. J'ai un immense respect. Moi, je pense que c'est Corinne. C'est Corinne qui m'a pas annoncé, là, mais qui m'a fait découvrir ça, qu'il n'y avait pas d'auteur. Parce que j'étais comme, Billy, il est vraiment bon. Puis j'écoute, tu sais, des fois, même si c'est pas mon poste, là, parce que j'invite les gens à écouter 107.3 Rouge, meilleure radio au monde. Et là, ils sont toujours numéro 1 à Montréal, à quelque part. Oui. Tout le monde est numéro 1. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, Billy, je sais les sketchs. Puis, il a gagné un Olivier aussi, aux derniers Olivier pour ça. Mais j'ai fait, OK, il écrit toutes ses affaires. Il est à radio depuis, je pense, pour vrai, je pense que ça fait 10 ans. Hey, c'est beaucoup de contenu. Là. À un moment donné, son cerveau, ça veut dire qu'il est tellement, c'est ça, une machine. C'est rendu réflexe, c'est rendu quasiment, c'est ça. C'est de la mécanique, puis pas genre que c'est toujours, c'est bon. C'est parce que le cerveau, c'est un muscle que tu entraînes, puis lui, il est surentraîné. Là. C'est un athlète de très haut niveau au niveau du gag. Tu sais, même ça, je dis pas ça méchamment, mais nous, notre mandat, c'était d'écrire 5 suggestions de punch pour chacun des prémices, pour chacun des jeux. Fait on écrivait des centaines de gags par semaine, mais quand tu savais que tu avais Billy, c'était comme plus dur de te motiver parce que c'était comme, ouais, je peux bien écrire des gros killers, il le prendra pas. Il va écrire un gag, puis souvent, il en écrivait un meilleur que ceux qu'on avait déjà trouvés. C'est un peu choquant. C'est comme tabarnak, je vais me casser le BC quand il écrit des centaines de suggestions de punch, puis il les gardera pas. Mais parce que le gars, c'est une machine de guerre, fait que c'est plein d'amour ce que je dis. Fait que lui, pour ça qu'il n'y a pas d'auteur aussi, j'imagine, ça doit être. Il doit pas. J'avais déjà travaillé un petit peu avec lui sur certaines affaires, mais je pense qu'il est tellement efficace avec lui qu'il n'y a pas besoin, outre mesure, d'auteur. Peut-être de script éditeur pour l'aider un peu à regarder l'enlignement de tout ça. Je pense qu'il a travaillé un peu avec Laurent Paquin pour ça. Mais Billy, avec plein d'amour, c'est quand même quelqu'un de difficile à écrire pour. Ben, Manon Pinault te remercie de cette réponse-là. D'ailleurs, le dernier gag qu'on a écrit, c'était sur Manon Pinault dans mon show. Fait que on va être très content de savoir ça. On tombe au moment des questions rafales, Simon. Questions rafales où Yann Bilodeau a beaucoup participé. Yann qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y a d'autres choses. Fait que, exactement. Première question. En fait, on donne des choix entre deux options. Tu choisis qu'est-ce que tu veux. Tu peux nous l'expliquer, tu peux l'emporter dans la tombe, tu peux l'expliquer brièvement. On appelle ça rafale, mais on peut jaser exactement comme on jase là, sans problème. Parfait. Donc, écrire ou jouer? Jouer, sans hésitation. J'adore écrire pour d'autres, j'adore le métier d'auteur, mais si on m'enlève le jeu, je ne serais pas un aussi bon auteur. Puis j'aurais pas envie. Tu sais, peut-être que quand je serai vieux, puis que je vais trouver mon corps dans me supporter, si on me disait c'est écrire ou rien, je prendrais écrire, puis je ferais juste écrire, puis je pourrais être heureux quand même. Mais le jeu, vraiment, tu es monté sur une scène, le rire, juste aussi avant, après, avec les collègues, les loges, tout cet univers-là, je l'adore, tu sais. Puis ça m'alimente aussi pour mon travail d'auteur, avec jouer vraiment. Même si j'aime les deux, jouer passe avant. Parfait. On y va ici en termes d'auteur. Sébastien Ravary ou Thomas Levac? Oh, Chris! Oh, Chris! C'est deux. C'est pas pour le même mandat, là, tu sais. Je parle parce que j'ai travaillé un petit peu avec les deux. Écoute, c'est une très bonne question. Parce que Thomas Levac, c'est un brain, tu sais, pour du brainstorm, pour sortir des idées, pour sortir de ta zone de confort, pour aller dans des sphères que tu ne serais pas allé, il est parfait. Ravary, ben là, c'est au niveau de la. Tu sais, je dirais Ravary parce que Ravary, il y a une espèce de rigueur, il y a une espèce de. Il connaît l'humour à plein de niveaux. Il y a un côté plus cartésien un peu que j'ai peut-être moins, entre guillemets. Fait que, tu sais, je dirais que Ravary. Parce que aussi, j'ai déjà travaillé un petit peu avec, mais jamais tant que ça. Puis c'est quelque chose que j'aimerais ça faire, travailler sur un projet avec Ravary. Mais j'ai un immense respect pour les deux, cela dit. J'ai Ravary. On y va avec ta promotion de l'École nationale de l'humour. Oh! Pierre-Bruno Rivard ou Adib Al-Khalidé? Ah, c'est des... Je sais, c'est déchirant, les rafales. C'est déchirant. C'est des deux gars que j'adore. Mais tu sais,
J'adore Pierre Bruno, j'adore Adib, c'est deux très, très, très bons amis. Mais moi et Pierre Bruno, on a un humour qui se ressemble un peu quand même. On a un genre de stand-up qui a des connexions. Adib, c'est presque la poésie, ce qu'il fait. Moi, ça me fascine de voir travailler ce gars-là, de voir le ton, les angles. Puis, tu sais, il sort après ça un album de musique, puis c'est de la bombe. J'arrête pas de faire des jokes de c'est quand tu fais de la sculpture et de la peinture. C'est comme si toutes les formes d'art, il excellait là-dedans. Il est bon pour jouer, il est bon en stand-up, il est bon en écriture, il est bon en musique. Tu sais. Fait que c'est un artiste tellement complet, puis tellement agréable. Puis, tu sais, moi, puis Adib à l'école, puis Pierre Bruno aussi, on était un peu comme les underdogs. On était. C'était pas nous autres qui rentraient le plus, mettons, dans les shows en tant que tel dans la tournée. Puis on était souvent dans la même van pour se rendre au show. Puis on était comme un petit groupuscule. Fait que j'ai un lien particulier avec ces deux gars-là, très particulièrement. Mais j'irai avec Adib parce que c'est un artiste tellement complet, tellement incroyable qui me fascine. Puis que c'est quelque chose que j'aurais de la misère à atteindre au niveau de l'excellence. Fait que, tu sais, pour la fascination et tout ça, j'irai avec Adib. On poursuit. Je ne sais pas si c'est dans ton année scolaire également, mais Jérémy Larouche ou Charles Beauchesne? Oui, c'est dans mon année aussi. Les deux gars, je les adore, mais je suis obligé de dire Charles Beauchesne. Charles Beauchesne, il est dans la shortlist de gens qui ont mon sweet spot. C'est-à-dire, lui, il peut me parler de n'importe quoi, puis je trouve ça hilarant. Je trouve Charles Beauchesne hilarant tout le temps. Écoute, il part sur des délires, puis on part sur des fourrés, puis il est tout le temps sur le weed, mais pas moi, plus moi, depuis plusieurs années, mais ce gars-là a, je sais pas, le ton, les choix des mots, le choix des images, vient me chercher direct dans le foie. Puis écoute, j'avais fait un podcast avec lui, puis c'était avec Julien Chidiac, puis Liner Live, genre, on faisait des jokes, on est parti sur une longue échange sur dans le Seigneur des Anneaux, les gros arbres, là, les Ents. Oui. Là, on imaginait la vie sexuelle des Ents. Parce que dans le film, il dit il n'y a plus de femelles Ents ici depuis longtemps. Puis il imaginait, mais c'est quoi des femelles Ents? Puis là, on est parti sur un long délire. Mais tu sais, j'étais complètement à jeun. Je n'étais pas fatigué. Je pleure. Ça fait 7 minutes que le podcast a commencé. J'enlève mes lunettes, j'ai chaud. Je pleure, je suis plus capable. Puis il a parlé 3 minutes. Là. Fait que Charles Beauchesne dans mon sweet spot. Son podcast, c'est Malade Mental. Oui. Charles Beauchesne, j'adore Jérémy aussi. Là, puis c'est un gars super créatif que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais Charles, il y a quelque chose de ce gars-là. Peu importe ce qu'il fait, ça me fait rire. J'adore. C'est vrai que Charles, puis d'ailleurs, j'invite les gens à écouter son podcast qui est sur l'histoire. Les pires moments de l'histoire, parce que je m'en ai dit, l'histoire vous le dira, mais ça, c'est Laurent Turcot. Les pires moments de l'histoire, c'est bon. Puis il y a vraiment une voix cartoonesque. Il pourrait faire des voix de Disney, honnêtement. Il devrait. Puis à l'école de l'humour, il faisait des personnages. Puis d'ailleurs, parenthèse, notre deuxième show, du show au Club Soda, l'école de l'humour, parce que première session, on fait un show à l'école. Deuxième session, on fait un show au Club Soda. Troisième aussi, parce qu'on part en tournée. Mais le show au Club Soda, le deuxième, c'était Charles Beauchesne qui arrivait à poil avec un Nintendo 64, une console Nintendo 64 devant la graine. Puis là, il faisait un 4e mur comme un gars qui s'est fait sacrer dehors de chez eux parce qu'il a trompé sa femme. Puis c'est comme s'il parlait à sa femme. Non, mais laisse-moi rentrer, chérie, tout ça, je t'ai écrit un poème. Puis là, il reprenait le Nintendo 64, puis il y avait un poème décrit en arrière, puis il lisait Nubat au Club Soda. Il n'y avait pas de bobette, de rien, là. Il était juste nu-graine au Club Soda à lire un poème collé en arrière de Nintendo 64, deuxième session de l'école d'humour. C'est là que tu t'es dit, ce gars-là, il va aller jusqu'au bout. Il va essayer des affaires qu'on ne penserait même pas. Puis avec son podcast, honnêtement, t'apprends des affaires, c'est drôle en crise. Il fait des acteurs. J'adore ce gars-là. Oui, il est merveilleux. On poursuit dans les grands dilemmes. Poker ou disque golf? Ben là, les grands dilemmes. J'adore jouer au disque golf. J'ai commencé ça cette année. D'ailleurs, c'est longtemps qu'on n'est pas allé jouer ensemble. J'adore ça, mais poker. J'aime mieux le poker. J'adore le disque golf, c'est le fun. Puis j'ai des disques, puis je veux m'améliorer. Puis ça. Mais le poker, ça fait longtemps que je joue à ça. Puis le côté, aller jouer au disque golf, c'est le fun, on peut jouer en gang. Mais le côté poker, là, on va pouvoir jouer là, avec du monde avec des vraies cartes et des jetons là, bientôt. Puis j'aime beaucoup, beaucoup le poker. Puis honnêtement, je sais pas si on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais on a notre petite ligue qu'on joue online avec un Zoom le mardi. T'sais. Puis ça a un peu sauvé notre vie sociale pendant les mois les plus creux de la pandémie, là, où on voyait personne, il n'y avait pas de show, tout ça.
j'avais hâte au mardi. J'avais hâte au mardi 8 heures pour me connecter avec un drink, puis avoir des amis, puis jaser, puis... Mais l'affaire qui est tellement drôle de ça, là, c'est que oui, c'était pour la vie sociale, ça fait du bien, mais ça, c'était pic de pandémie, de on sort pas, il y a un couvre-feu, puis là, on jouait à ça, puis pour vrai, c'était le Zoom, là, tu sais, à un moment donné, il y a 2 personnes qui faisaient de l'argent, puis tout le monde... C'est quand finissait vers 2 heures du matin, t'étais ton ordi, un peu chaud d'air. Bon, là, je suis crissement seul. Je vais aller me coucher vite. Mais le même sentiment qu'on a, même que, tu sais, même quand tu vas faire un show, mettons, tu fais un peu de party après, puis il y a du monde. Quand tu rentres chez vous, dans ta chambre d'hôtel, tu deviens seul rapidement. C'est le même retour à la réalité, mais on s'est rendu compte rapidement que Marc Desjardins puis François-Étienne Corbin nous volaient de l'argent semaine après semaine, et ils savaient pertinemment, bon, on va aller se connecter avec des petits débutants un peu chauds, puis on va leur voler de l'argent, ils vont avoir du fun, puis nous, on a... Je dis voler, mais... Ils nous ont donné des formations, c'est ça. Après ça, tout le monde, on s'est vraiment tous améliorés. Puis c'était aussi beau la fraternité de, justement, hey, j'ai un show à soir, je suis à l'hôtel, c'était un peu plate. Ça vous tente de se connecter? La ligue s'est répandue du mardi au samedi. Un peu partout. Puis là, un peu moins parce que la vie a recommencé un peu, mais quand même, que tu vois, on est, je sais pas quand ça va passer, mais on est mardi. Ce soir, il va y en avoir, puis il y a du monde qui va se connecter. On est plus ou moins de semaine en semaine, mais il y a toujours du monde. Puis, fait que le poker. J'aime beaucoup le disque golf. Ici, il fallait choisir, c'est poker. Je suis content que tu aies répondu poker parce que la prochaine question, c'est Pocket Ace ou Pocket 2 par Michel-Olivier Girard? Pocket 2 par Michel-Olivier Girard. Je ne connais pas ce style-là. Michel-Olivier Girard, j'adore le dude. Là. C'est un nice dude, mais au poker, j'y compte plus. Des fois, là, vraiment, là, j'avais Pocket Ace, puis genre, il y avait Pocket 3, Pocket 4, puis qui m'a battu. C'est arrivé plus qu'une fois. Fait que je mise plus contre ce gars-là. Je mise plus contre ce gars-là avec le Pocket 2 pour Michel-Olivier. T'as Pocket Ace, Michel-Olivier a As 2, il va pogner 3-2. C'est ça qui va se passer. Exact. Il y a 7 puis 3 dépareillés, 3-3-7. Puis là, tu es comme, j'ai 2 paires. Il fait comme, ben non, moi j'ai full house. Tu vois, chier. Comment ça peut arriver? Ben, Michel-Olivier a le secret. On l'appelle d'ailleurs Mystic River. Parce que la dernière carte, c'est la River. Puis lui, il arrive, pas tout le temps, là, mais vraiment souvent quelque chose avec lui, c'est la River. Fait que je mise pas le 2 avec Michel-Olivier. Même pas. Low-brainer. Je tiens juste à dire que s'il y a des gens qui veulent me reprendre sur le fait que j'ai dit As 2 puis il pogne 3-2, je vais dire 3-2 sur le jeu. Fait qu'il y aurait un carré de 2, tu comprends? 2-2-2. Voilà. Pas un brelan, là. Ben là, les gens sont un peu piqués s'ils t'en prennent. Mais des fois, tu pourrais être surpris dans les commentaires. Les gens, ils nous reprennent. C'est déjà tourné, madame. Brouhaha ou 10-30? Brouhaha, j'adore. J'ai aimé 10-30, mais Brouhaha, ça a été mon école. J'ai animé au Brouhaha pendant, toi aussi, mais j'ai animé là pendant 3 ans. Si je venais de sortir de l'école, ou en tout cas presque, ça a été comme ma deuxième école. J'étais à l'école de l'humour, puis le Brouhaha, je le vois. Moi, dans ma tête, j'ai eu 3 grosses écoles d'humour. Ça a été l'école de l'humour, le Brouhaha, puis Montfort. C'était, mettons, 3, j'ai plein d'autres affaires, mais 3 moments charnières de ma carrière. Puis c'est tellement passé des belles choses là. Il y a tellement eu des beaux parties, des belles soirées. J'étais passé le flambeau quand j'ai quitté l'animation, c'est toi qui l'as pris. Puis cette soirée-là existe encore. C'est Alexandre Forêt qui anime, c'est encore super le fun. Puis les gens de Selon l'opinion comique venaient roder le numéro. Puis il est arrivé tellement de choses formidables là. Puis j'ai rencontré ma femme, là. J'ai rencontré ma blonde qui est devenue la mère de mes enfants à ce show-là. Fait que tu sais, ça relate beaucoup de bons souvenirs et personnels et d'humour. Fait que j'ai aimé le 10-30, puis j'aime aussi y aller, mais j'ai un attachement très, très particulier avec le Brouhaha, c'est sûr. On a Yann là, qui s'est un peu laissé aller, mais regarde, je te pose quand même. Diabète ou vitiligo? Je te laisse choisir. Je choisis dans le sens que lequel je me débarrasserais. Moi, honnêtement, le diabète, c'est la pire pain, pas pire, sûrement pire, là, mais dans mon cas, là, c'est le pire pain in the ass. Que je prends toutes les tâches que tu veux. Si j'avais le choix entre garder le vitiligo ou garder le diabète, je garde le vitiligo, c'est même pas une question.
C'est même pas une question des tâches, honnêtement. Maintenant, on en revient, ça fait pas mal. Ouais. Il faut que je mette de la crème solaire un peu plus, mais honnêtement, c'est la moindre des fucking choses. Puis devoir penser à me piquer pour chaque fois que je mange ou que je bois quelque chose, honnêtement, c'est vraiment un boulet très, très lourd à traîner. Fait que je garde le vitiligo puis je laisse tomber le diabète. Même pas une question. Tantôt, quand on parlait, tu disais, en termes de deuil, la perte des cheveux, puis tu disais, c'est plus dur, il y a moins de monde qui relate. Moi, l'été passé, j'avais une tache de vitiligo dans le milieu du front qui est popée de sortie de nulle part. Puis c'est toi que j'ai appelé. Je t'avais appelé puis tu avais tellement été bon, mais genre, puis tu avais fait, tu sais, oui, là, sur le coup, mais à un moment donné, tu y penses plus, puis tu vis avec, puis justement, plus de crème solaire. Hey, mais moi, parce qu'il m'avait dit, la dermatologue m'avait dit, vu que tu as une tache centrale, puis c'est pas périphérique encore, peut-être ça va se résorber. Là, j'avais eu des crèmes. Hey, mon gars, assidu comme j'ai jamais été assidu. Une crème le matin, une crème l'après-midi. Là, je mettais ça, puis elle me disait, ça va te faire le front gras. Hey, je manquerais. Puis j'ai réussi, tu sais, je pense que c'est revenu. Puis après ça, au niveau crème solaire, par exemple, c'est là que j'ai fait, hey, peut-être moins une niaiserie de, va me laisser brûler un peu la première semaine, avoir un beau tan. Non, c'est... Pas de bonne idée. Non, pas de bonne idée. Puis vitiligo, c'est ça. C'est que... Puis, tu sais, moi, il est quand même assez marquant un peu partout. Mais, tu sais, il faut apprendre à vivre avec. Puis, après ça, il y aura toujours des gens pour être méchants avec ça. T'sais. Mais ces gens-là ne méritent pas d'attention plus que ça. Puis, mais c'est pas douloureux. C'est pas du zona. C'est pas comme ça gratte pas. C'est pas un problème qui m'empêche de dormir ou d'avoir une qualité de vie. Mais alors que le diabète, oui. Que, je choisirais ça sans même hésiter. T'sais. Parfait. Là, on va aller dans des choix plus normaux. Là. Yann a fait un petit CV. Oh, oui. Batman ou Superman? Moi, je suis un gros fan de Superman. Je sais que le monde aime beaucoup Batman. J'aime beaucoup les méchants dans Batman, l'histoire de Batman. Mais niveau super-héros en tant que tel, Superman, c'est comme tout. Là. Il est comme... Il vole, il fait du feu, il fait de la glace, il est fort. Si j'avais à être quelqu'un, ça serait Superman. Là. Batman, il est cool, il est milliardaire, il a des gadgets, il est super brillant. Ouais. Mais c'est un humain. Ouais. Concrètement, si j'avais à choisir entre être un des deux, ça serait Superman. C'est même pas une question. Le gars, il est nourri par le soleil. Il n'y a rien qui peut l'atteindre sauf de la kryptonite. Il ne peut pas être malade. Il peut pas être... C'est l'ultime que tu voudrais atteindre. Moi, j'ai un gros attachement à Superman. Je dirais que Superman, par contre, si on y va, mettons, au niveau BD, les BD et les histoires de Batman sont meilleures. Mais ben là, la prochaine, c'est DC ou Marvel. Ouais. Ça, c'est une question. Parce que les films Marvel sont de loin meilleurs. Là. Il y en a plus, puis ils sont vraiment mieux faits. Là. Ils ont fait... Parce qu'à un moment donné, on dirait que DC a comme voulu rattraper 10 ans de retard en 2 films. Là. Puis ils ont dit, OK, on va tout mettre dans Justice League puis Batman contre Superman. On va mettre tout ce qu'on n'a pas mis, qu'on aurait dû faire 12 films pour expliquer. On va le faire juste en un. Fait qu'ils se sont garochés un peu. Fait que j'irais avec Marvel quand même. J'aime beaucoup DC, là, j'aime beaucoup Superman, Batman, Green Lantern, tout ça, mais non, j'irais avec Marvel. Pour les films et tout ça, pour l'ensemble de l'œuvre, puis probablement qu'il y a plein de geeks qui vont vouloir me lancer des couteaux parce que je sais qu'au niveau, quand tu vas dans le plus geek, habituellement, le consensus je vois sur DC est meilleur que Marvel au niveau des BD et tout ça. Mais j'ai tellement enjoy les films de Marvel et tout ça que j'ai de la misère à ne pas voter pour eux. Fait que j'irais avec Marvel. Parfait. Cuisiner pour un podcast ou engager un traiteur pour un podcast? Je dirais cuisiner. C'est parce que cuisiner, c'est sûr que ça demande un temps et tout ça que j'ai peut-être moins maintenant avec tout ce qu'on connaît. Mais j'avais beaucoup de plaisir. J'avais beaucoup d'orgueil à cuisiner quelque chose que les gens allaient manger après, puis un peu de stress, puis un peu d'appréhension. Ils vont aimer ça, tout ça. Le traiteur, il fait un job malade. Là. Livre Orange, ils nous livrent des repas malades mentales à chaque fois, puis c'est leur métier, puis ça paraît. Là. Ils sont de loin meilleurs que moi. Mais moi, j'aime ça recevoir du monde chez nous. J'aime ça faire à manger. Fait que cuisiner pour un podcast, si j'avais un peu plus de temps, puis peut-être qu'un jour, ça arrivera, que je recommencerai à faire ça. Excuse-moi. Je recommencerai à faire ce que je faisais dans le temps, des bons dimanches. Je recevrais du monde chez moi, puis je leur ferais de la bouffe que moi, j'ai faite. Ceci dit, pour l'instant, je fais affaire avec Olive Orange, puis ils font un travail extraordinaire. Puis
il y a quelque chose de vraiment le fun aussi les gens me demandent des affaires à manger. Lui, quand il concocte des choses, il me le livre chez nous, on le réchauffe, on mange. C'est user-friendly, puis ça, j'avoue que c'est pas non plus négligeable. T'sais. Mais j'adore faire à manger, fait que j'irai avec cuisiner. C'est vraiment bon en cuisine, d'ailleurs. Puis quand tu sais, j'essaie. C'est pour ça que mon podcast était axé autour des comfort food. Je ne suis pas un chef, mais je sais faire mes bases quand même comme il faut. Fait que, tu sais, un pâté chinois, puis un spaghette, puis une poutine, je suis capable de gérer ça. Après ça, quand on fera un canard laqué, ça va peut-être être plus compliqué un peu. Non, mais il y a aussi la traditionnelle tourtière de quand on avait les parties de jour de l'an chez François Bouliane. Ça. Chez nous aussi. Ça, oui, c'est vrai chez vous. C'est vrai à ta maison. Mais on appelle vraiment ça, c'est une tourtière. Ouais. C'est pas ça le vous autres, vous appelez ça. Cipard et une tourtière, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'un cipard, d'habitude, il y a des étages de pâte. Mais c'est le même concept. Là. Mais parce que souvent, une tourtière, les gens. Nous, au Saguenay, ce que vous appelez une tourtière, c'est un pâté à viande. C'est comme une tarte avec de la viande dedans. Ça, nous, ça, c'est un pâté à viande. Puis une tourtière, c'est le gros chaudron avec des cubes de patates dedans, puis de la viande en morceaux et tout ça, qui cuit pendant 12 heures. Tu sais. Ça, là, moi, je me rappelle que je me garochais pogner un coin. Là, parce que moi, un cross de tour de coin de. Ah, Simonac. Moi, je me rappelle puis ça, dans mon ancienne maison, là, mon gars venait de naître. Ça devait être comme en 2000, genre jour de l'an 2016, on a fait de même. Ou 2017. Puis c'était chez nous, puis tout était là. Ta blonde, oui, un de mes amis avait un peu été lourd avec ta blonde, puis il était un peu chaud, puis il parlait de ses rôles. Mais J.D. Temple était là, assis à ma table, puis il m'a avoué après qu'il en a mangé 7 assiettes. Ouais. 7! J.D. Temple. Le gars, il a l'air de Poséidon aussi en chess. Il mangeait comme un concours. Là, il avait l'air de 7 assiettes. Et depuis ce jour, la mère de J.D. Temple, tous les ans, me demande si je vais au Saguenay, de lui ramener de la viande de tourtière du Saguenay pour faire sa tourtière de l'année. Parce que au Saguenay, les boucheries, d'habitude, font de la viande à tourtière. C'est une coupe particulière qu'il y a juste au Saguenay. Tu peux en trouver ici, mais c'est pas exactement ça. Au Saguenay, les boucheries ont leur coupe de viande tourtière. Fait que moi, je suis comme un pusher de viande à tourtière pour la mère de Jay, Laurent Paquin, Sylvain Larocque, Martin Petit m'en a demandé aussi. Fait que moi, quand, mettons, octobre, novembre, décembre, quand je descends au Saguenay, je monte de la viande à tourtière pour les gens qui, un coup, je leur ai fait goûter, puis je leur ai expliqué comment faire une vraie tourtière. Ils le font comme ça, puis ils font comme je peux plus rien faire d'autre, parce que c'est ça la vraie tourtière. Je me rappelle de ce party du jour de l'an-là, chez vous, avec Jay qui mange, puis ma blonde qui parle avec ton ami, puis il y a Laurent Paquin qui est là. Puis moi, c'est la première fois aussi que tu sais, j'ai fait un gala avec lui, mais que je me ramasse dans une soirée avec lui, puis il a quasiment pas parlé. Veux-tu boire? Non, il dit pas un mot, puis il dit veux-tu boire quelque chose? Puis là, je fais je sais pas. Et là, il sort, moi, avec genre quasiment une mallette, puis il a genre amené 6 scotch. Ouais, j'aime un peu le scotch. Puis là, il y en a vraiment des sortes de celui-là, c'est mon Beaumont, celui-là, c'est. Puis là, je hey, tu sais, je veux pas te faire de peine, mais je connais. Non, mais il commence avec. Puis là, il m'en met un, puis je me mets une glace dedans. Je pense que si je l'avais poignardé, ça aurait été moins pire. C'est juste un regard de. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis-le si tu veux qu'on pisse aussi dans ton verre, là, tu sais. Fait que ça, je me souviens de ça. Puis, anecdote de tourtière, c'est que je sais que quand les parties dans le temps étaient chez François Bouliane, ta tourtière, c'était comme. Elle cuisait pendant une partie. Quand on la sortait, on la mangeait. Puis c'était pas rare qu'arrivait le deuxième service de tourtière vers 3-4 heures du matin. Je m'en repognerais un autre petit bout. Là. Ouais. Tourtière, c'est ça. Puis ça, faut être prudent. Anecdote de tourtière, pour ceux qui n'ont jamais mangé de tourtière, mon conseil, si tu en manges une fois, vas-y mollo. Parce que tu vas manger une assiette, tu vas trouver ça bon, tu as le goût de t'en reprendre une autre assiette, puis une autre. Et attends un peu, parce que quand ça tombe dru. Dans le temps que j'étais au Saguenay, je faisais de l'impro en masse dans ce temps-là. Puis on avait été mis en contact avec une équipe de la Belgique qui venait au Québec pour faire comme une tournée de quelques villes pour faire de l'impro puis se promener, dont Chicoutimi. Fait que nous autres, on leur avait dit hey, venez faire un match avec nous autres dans notre ligue. On avait organisé une soirée avec eux autres, tout ça. Puis avant, on s'était dit hey, on va faire un souper, on va les recevoir Saguenay style. Fait que fait une tourtière, fait de la tarte au bleuet. Puis eux autres, ils n'avaient jamais mangé ça. Fait que s'assoit à table, ils commencent à manger, puis ils aiment ça. Puis ils en mangent 2-3 assiettes. Moi, je regarde manger, je suis comme
2-3 assiettes de tourtière, t'arrives de la Belgique, t'es pas prêt, là, il va arriver quelque chose. Ils ont été en catatonie, amorphes, tout le long du match d'impro, juste en survie, là. Parce que quand t'en manges, ça paraît pas, puis à un moment donné, elle tombe d'une shot. C'est comme, oh mon Dieu, c'est beaucoup de pâtes, beaucoup de patates, cuit dans du jus de viande pendant 12 heures, fait que c'est juste du gras et de la protéine. On a même pas, tu peux même pas gagner ce match-là. C'est comme une guerre États-Unis-Hongrie. C'était même pas une guerre, c'était même pas un match. Là. On les a juste défenestrés parce qu'ils ne devaient même plus voir à 10 pieds devant eux autres. C'était fantastique de voir ça. Mais de les voir manger, faire comme vous n'êtes pas rodés. Là, ils sont pas au courant de ce qui s'en vient. Ouais. Non, ça a été tough. Ça a été tough. On poursuit. Mick Gouin ou Yann Bilodeau? Oh, pas là. Il est pas. Ben, écoute, j'adore Mick Gouin. Je me suis entendu super bien avec. Je le connais pas beaucoup, parce que, tu sais, on s'est connus à cause, surtout de ton show, puis on s'est super bien entendu. J'adore ce gars-là. Mais Yann, ça fait longtemps que je le connais, Yann. Je me rappelle ces shows à la Chine qu'on jouait dans un grenier plein d'araignées. Tu te rappelles de ça, hein? Ouais. Yann, tu sais, on se connaît depuis très longtemps, puis c'est un gars que j'adore, puis on joue au poker justement ensemble dans la ligue, puis on a joué au disc golf un peu. J'adore ce gars-là, avec, tu sais, beaucoup de respect pour Big Gouin, puis c'est une très belle découverte que j'ai faite dans les dernières années. Mais Yann, c'est mon chum. Yann? C'est ça qu'il voulait entendre? C'est ça qu'il entend? C'est ça qu'il voulait entendre. J'aurais aimé ça qui arrive à ce moment-là, mais il est pas. Puis c'est un auteur formidable, c'est un gars excessivement drôle, efficace, puis c'est un être humain. Cool, j'aime son côté un peu sarcastique, pince sans rire. On a un genre d'humour qui se complète bien, fait que j'aime beaucoup Yann. Fait que Yann, je t'aime, Yann. Yes! Prochain stand-up ou en route? Ben là. Ben, tu sais, c'est la même chose, en gros. Tu sais, prochain stand-up, je l'ai gagné aussi. C'est sûr que ça serait con de dire en route parce que j'ai fait une ronde en route en 2011. J'ai été sorti par Yannick de Martineau qui a gagné cette année-là. Cela dit. Mais prochain stand-up, autant que s'il était revenu avec en route, ça aurait pu être cool. Prochain stand-up, je trouve ça cool comme émission. Ça a mis en vitrine bien des gens que les gens ne connaissaient pas. Ça a fait découvrir des nouveaux talents. Saison 2, le gagnant va faire 20 000 $ au lieu de 5. Donc, ça veut dire que la saison 1 doit être un relatif succès, j'imagine. Puis, honnêtement, c'est un défi que je m'étais donné. Prochain stand-up personnel. J'aime ça, les concours. Moi, j'ai pas de problème avec ça, compétitionner. Puis, je suis capable de faire la part des choses. Je me bats pas contre l'humain. Je me bats contre moi-même de faire le meilleur number possible, peu importe contre qui je vais me prendre. T'sais. Fait que je vois pas ça comme. Il y en a qui trouvent ça malsain, les compétitions, ça les stresse trop, puis c'est bien correct. Mais moi, ça me stresse pas. Puis si j'avais pas gagné, je serais pas non plus amer. J'aurais été battu par quelqu'un qui, cette fois-là, était meilleur que moi pour X raisons. Fait que j'irai avec le prochain stand-up. Même si j'ai des très, très, très bons souvenirs dans la route, même si je ne l'ai pas fait beaucoup, j'en ai vu beaucoup. Je suis allé en assister. J'ai aidé du monde dans en route qui est aujourd'hui comme Mariana, entre autres. J'ai plein de bons souvenirs il y a en route, mais c'est sûr que le prochain stand-up, quand même, je peux pas passer à côté. T'sais. Et dernière question des rafales, c'est toujours la question un peu niaiseuse, mais soit que chaque fois que tu dis merci, tu reçois une gifle, ou chaque fois que tu vois le mot service au volant, tu vomis. Qu'est-ce que tu choisis? Service au volant. Je suis obligé parce que je dis vraiment, je suis un gars très poli. Là. Moi, chez nous, là, le merci, s'il vous plaît, c'était puis c'est pas genre on s'est tapé ses doigts, là, mais c'était d'emblée. Là. Fait que je dis merci vraiment souvent d'une journée à toutes. Merci. J'écris merci dans tous mes courriels, même si c'est quelqu'un qui me dit on va venir tout te saisir, mon tabarnak. Je suis très, très poli. Si j'avais une gifle à chaque fois qu'on me dit merci, j'aurais vraiment beaucoup de gifles. Ou je me mettrais à plus dire merci, puis je deviendrais impoli, puis je serais pas plus heureux. Fait que, oui, puis il n'y a pas de synonyme, il n'y a pas vraiment de synonyme à merci à part grâce, mais encore là, c'est comme la merci, la grâce. Mais tu sais, je peux le faire avec un visage de. Mais tu sais, ça peut vouloir juste dire, es-tu mal au cou, es-tu content? Puis service au volant, peut-être que ça m'éviterait d'y aller, tu sais. Justement, là, j'ai peut-être. J'y vais pas tant que ça, mais tu sais, peut-être que là, j'irais plus du tout, là, sachant que ça vaut-tu vraiment la peine? J'ai-tu vraiment à ce point-là envie de Mac Poulet pour en vomir dans le parking, tu sais? Fait que je choisirais le service au volant. Parfait. J'aime ça. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Oh mon Dieu, ma plus grande phobie. J'ai pas tant de phobie. Ma plus grande peur.
maintenant que j'ai des enfants, c'est souvent lié. Tu sais, Ouais. une des plus grandes peurs, puis c'est rarement des contextes où ça arriverait, que mon enfant soit ébouillanté ou brûlé avec de l'huile, genre. Tu sais, une des. Qui meurt aussi, là, d'accord? Mais tu sais, un enfant gravement blessé là, de quelque chose de terrible, là, genre, moi, j'aimerais mieux 100 fois mieux que ça m'arrive à moi, j'aimerais pas ça. Ouais. Mais maintenant que j'ai des enfants, toutes mes phobies sont reliées aux enfants. Fait que mes enfants se fassent mal, que mes enfants tombent malades, qu'ils aient la leucémie ou quoi que ce soit. Fait que n'importe quoi qui fait en sorte que mes enfants souffrent. Ça serait ça maintenant. Mais je pense que quand tu as des enfants, ça devient automatiquement ta phobie numéro 1, c'est qu'il arrive de quoi tes enfants. Parce que j'aime pas, mettons, les araignées, les serpents, tout ça, mais au Québec, avoir peur des cobras, quand même. Les chances que tu tombes face à face ou que tu tombes d'un nid de cobra sont quand même relativement minces. Fait que c'est pas une phobie que j'ai alimentée plus que ça. Fait que qu'il arrive de quoi de bad à mes enfants. Mais je suis pas non plus. C'est pas genre, comme là, ma fille est à la garderie, mon gars est à l'école, je suis pas toujours en mode, ils sont-tu corrects, J'y pense sporadiquement, mais c'est pas quelque chose qui me fait paniquer. Mais si j'avais à paniquer sur quelque chose, ça serait sûrement ça. Parfait. Puis si mettons, tu avais un ennemi, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Ouais. Ben là, ça va avoir l'air un peu pathétique d'une main, mais d'avoir ce que j'ai, d'avoir tous les problèmes que j'ai, d'avoir le diabète et tout ça. Honnêtement, je ne souhaiterais pas ça mon pire ennemi. Ben, mon pire ennemi. Ça dépend ce qu'il m'a fait, là. Peut-être que là, j'y souhaiterais. Là. Mais c'est une expression de dire je ne souhaiterais pas ça mon pire ennemi, mais honnêtement, des affaires chroniques là, que tu traînes avec toi quotidiennement, c'est pas juste genre un événement tragique dans ta vie, mais tirer un boulet comme ça vient vraiment épuisant. Puis c'est une sentence très, très longue parce que personne. Pas vrai, il y a du monde qui mériterait ça. Là. Mais ouais, d'avoir tout ce que j'ai, je ne souhaiterais pas à beaucoup de monde. Même mon père, je pense. Pas à beaucoup. J'aime bien la nuance, pas à beaucoup de monde. Bon, il y a sûrement des gens. Là, on parle des dictateurs qui trucident des gens ou des gens vraiment, des horribles personnes, peut-être. Des meurtriers en série qui servent des nipples des gens pour se faire des ceintures. Là. Peut-être que là, oui, il pourrait avoir le diabète, il le mériterait. Là. Mais tu sais, quand on dit, mettons, pire ennemi à mon échelle, là, mettons, de gens que j'aime pas, qu'il n'y en a pas tant que ça, même, je ne l'haïs pas au point de souhaiter ça, mettons. Parfait. C'est quoi, là, on s'en va vraiment à l'opposé. C'est quoi le bonheur parfait pour toi? Quelqu'un qui annule le meeting que ça ne me tentait pas d'aller. Tu sais, quand tu as une rencontre ou de quoi que, je sais pas, t'es grippé, ça file pas, puis il faut que j'aille faire ça, puis ça ne tente pas. Puis la personne dit, hey, je vais être obligé d'annuler. Ce petit moment-là qui t'enlève une épine du pied de j'étais supposé aller faire telle affaire que pour X raison ne me tentait pas. Là, en général, j'aime ça aller dans des. J'aime mon travail, j'aime ça aller dans les meetings en général, mais il arrive des moments, tu sais de quoi je parle. Fait que puis c'est pas seulement le bout du meeting qui n'existe pas, c'est juste le bout où on me dit tu n'auras pas besoin de le faire. Ce petit moment de plaisance-là est incroyable. Fait que on m'enlève une épine du pied, là. Ça j'adore ça. Moi, dans ce temps-là, des fois, je sors le grand rôle d'acteur de mais non, mais c'est correct, mais OK, ben on se reprend, hein. Puis là, tu sais, comme ça m'affecte, par exemple, mais c'est correct. Dans ta tête, c'est celebration. Ce moment-là, ce moment-là de pas être obligé de faire de quoi que ça ne me tentait pas de faire. Je dirais que c'est ça, moi, le bonheur. T'sais. Parce que faire des choses que j'aime faire, oui, mais pas être obligé de faire quelque chose que ça ne me tente pas, ben, monte en haut au niveau du bonheur que de faire quelque chose que ça me tentait. Bizarre, peut-être, mais. Non, j'adore, puis j'aime que ce soit le moment où tu l'apprennes. C'est là, tu sais, la petite parcelle de bonheur parfait, c'est là, cling. Le genre de. Et puis ça ne dure pas super longtemps, ce moment de suspension-là, mais ce moment-là, je l'adore. Parfait. Simon, prochaine question. Regarde, elle ressemble un peu des fois à l'autre, mais tout dépendamment. Ça a été quoi pour toi ta plus grande épreuve? Ma plus grande épreuve, oh là là. Ben, dans le sens, pas dans le sens négatif, mais tu sais, être père. Ouais. Être père, ouais. Pas dans le sens que c'est une épreuve, c'est laborieux, oui, c'est difficile, mais c'est vraiment comme réapprendre une tonne d'affaires, d'accepter de toujours penser à quelqu'un de plus dans ta tête qu'il n'y avait pas avant, qui n'existait pas. Tu sais, que quelqu'un est complètement dépendant de toi pour vivre. Là, ils sont plus vieux un petit peu, mais surtout le bébé, là, si tu n'es pas là, il meurt. Là. C'est aussi simple que ça.
Fait que cette épreuve-là, ça a été intense. Sinon, c'est sûr que quand j'ai eu mon diagnostic de diabète, ça a été tough. Mais être père, dans le bon sens, ça m'a fait apprendre plein d'affaires vraiment cool sur moi que je ne connaissais pas. Mais aussi, m'a fait rendre jusqu'à un bout de fatigue et d'angoisse et d'anxiété que je n'avais pas connu non plus. Mais pour toute l'expérience globale, être parent, c'est une épreuve autant bénéfique ben, pas autant. C'est bénéfique, mais ça a aussi ses côtés plus rugueux, mettons. Ouais. Mais ouais, être père. Ah, j'aime ça. Puis on dirait que c'est la première fois que je me rends compte que c'est vrai, la question, c'est la plus grande épreuve et non pas ta pire épreuve. Ouais. Fait que, c'est une grande épreuve de devenir parent. Oui, puis j'en c'est ai pas la aucun pire, doute. pas du tout. Moi, je dis souvent que c'est aussi beau que c'est dur. Avoir des enfants, c'est aussi beau que c'est dur. Puis il faut qu'il y ait un équilibre. Tu aimes ces personnes-là comme jamais tu aimeras quelqu'un dans ta vie, mais c'est aussi excessivement difficile. C'est demandant à plein de niveaux dans ta vie, mais ça vient avec autant de beauté pour qu'il y ait un équilibre. J'adore. Simon, te souviens-tu de ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire. Oh là là. Autre qu'avec les arbres de Lord of the Ah, mais Rings. c'est ça que je pensais en plus quand tu as dit ça. Non, mais c'est pas grave, c'est ça. Les ents, là, tu sais, des grosses larmes de rire, là. Eh, Seigneur. Mais, c'est pas mon dernier, mais on dirait que quand je pense à un fou rire, il y a un qui me vient en particulier, puis ça, temporellement, ça ne fait pas. C'est pas mon plus récent, ça fait quand même un bout. Ouais. Mais j'étais au bois avec Didier Lambert, puis on était avec un humoriste, puis je vais à l'annonce, ça n'a pas d'importance, mais il disait que lui, à ce moment-là, il sortait avec une escorte de luxe. OK? Oui. Puis cette escorte-là acceptait de se faire déféquer dessus pour 50 $. Puis moi, puis Didier, on a commencé à surenchérir sur le fait de luxe. Ça chie dessus pour 50 $. Tu as aussi dit que c'est de luxe. Ça ne paye même pas le souper. Puis là, on s'est mis à faire une surenchère mais hystérie, là. On scillait, là. C'était des coups de poing sur la table. C'était super méchant, là, avec du recul. Là. Mais comment tu peux oser me dire que c'est de luxe quand dans l'équation, il y a faire chier dessus pour 50 $? Puis ça fait quand même un bout de ça, mon Dieu, quand on me dit un fou rire, je pense à ça parce qu'on a duré comme genre 20 minutes non-stop de les larves à donner des coups de poing, à sciller. Tu sais, d'être obligé de physiquement te lever parce que le sang se rend plus, il se rend trop à ta tête, puis il faut qu'il irrigue le reste du corps. Là. Fait que ça a été un gros fou rire. Ouais. J'ai hâte de savoir c'est qui à la fin du podcast. On va te le dire quand ça va être mais tu vas faire comme ah ouais. Ouais. Il ne fait plus vraiment du. En tout cas, on dira, il est confirmé. Généralement ça qui arrive dans ce temps-là. C'est pas ceux qui percent le plus longtemps, ceux qui se vendent dans les bars. Non, c'est pas Phil Roy. Simon, qu'est-ce que tu dirais si tu avais la chance de croiser le jeune Simon? Le jeune, genre quel âge? C'est toi qui choisis. Tu peux le rencontrer à 17, tu peux le rencontrer à 6. Si je l'ai rencontré comme assez jeune ado, j'y dirais, mettons 15 ans, mettons. Je dirais, mangeant des estis de bonbons, man. Parce qu'à 20, ça va être une estie de chiard de gaver de gommise. Gave-toi comme un estie de truie et entraîne-toi. Parce que Chris, commencer à s'entraîner quand tu as 36, là, c'est de la merde, là, parce que ton corps, il ne suit plus, puis la motivation n'est pas là. Alors qu'ado, ça aurait été si facile de me donner une rigueur au niveau de l'activité physique plus que j'avais pas, mais que ça aurait été facile d'être juste un peu plus régulier là-dessus, puis j'aurais gardé cette habitude-là probablement plus facilement. Fait que je dirais ça. Puis, parce que mes parents m'ont jamais comme découragé de faire de l'humour. Je dirais pas genre écoute pas ce que tes parents disent parce qu'ils n'ont jamais essayé de me dissuader. Mais arrête de penser que tu es un artiste troublé. Parce que moi, quand j'étais jeune, ado, puis cégep, j'écrivais des poèmes. Puis j'aimais ça. J'étais très le gars qui punch, j'étais le gars drôle, mais j'aimais l'idée d'être un artiste tourmenté. T'sais. Un poète, puis je voulais être un acteur un peu sombre. J'aimais le look que ça donnait ou le casting que ça donnait d'être un genre d'artiste un peu tourmenté, troublé, qui fume des cigares dans des cafés en écrivant des poèmes. T'sais. Puis je réussissais, j'avais gagné quand même des concours de poésie avec ça, mais je me complaisais à croire que j'étais un peu un artiste mal compris, maudit avec le spleen. Puis c'était une façade, c'était juste le look que j'aimais, puis j'aimais juste la façade que ça donnait. T'sais. Fait qu'arrête de. Ta job, c'est de faire des jokes. Si je l'avais catché plus vite,
Peut-être que tout serait allé plus vite. Peut-être que ça a bien fait que ça ne fasse pas ça non plus. Mais en gros, c'est ça que je me dirais. Mais sinon, tu as choisi l'humour puis c'était un bon choix. Lâche pas. J'aime beaucoup quand même de beau toi de sucre, mais Ouais. aussi si tu fais. Pense-toi à t'entraîner. Ouais, C'est un peu. c'est ça, mais tu sais, à 15 ans, tu le sais, à 15 ans, tu peux manger des poutines tous les jours avec un gros sac de Skittles, puis ça ne changera rien. Ton métabolisme, tu vas t'accoter. Justement, go, là, go! Parce qu'à un moment donné, ça va être vraiment. Tes jambes vont picoter si tu manges trop de chocolat. Là. Fait que là, c'est pas ça, là. Go! Prends-les, rouleau. Ah ouais, vas-y. Profite-en. Simon, ça a été quoi ta découverte cette année? Que ce soit autant soit sur toi ou quelqu'un que tu as découvert ou un groupe musical, un compte Instagram. Y a-tu quelque chose que tu as découvert? Tu fais, faudrait que les gens connaissent ça. Écoute, j'ai découvert un groupe de musique que je connaissais pas, puis c'est bizarre parce que ça me ressemble pas du tout. Ça s'appelle The Dead South. Tu connais peut-être, c'est un groupe, je pense que c'est de la Je connais Saskatchewan. pas, mais. Okay. Ben, c'est genre, il y a de la contrebasse, du banjo, des fois un peu de guitare, mais c'est très redneck. C'est très bluegrass un peu. Puis c'est pas. Tu sais, moi, je suis pas très country de ça dans la vie, mais c'est Laurent Paquin qui m'a fait découvrir ça. Puis vraiment, de Dead South, ça donne le goût de prendre un bourbon sur une chaise berçante avec un shotgun sur ta galerie. Là, tu vois le genre. Là. J'ai adoré découvrir de Dead South. Sinon, en musique, j'ai redécouvert récemment, puis c'est con, là, ça va être un vieux. Mais j'ai commencé à réécouter la série Seinfeld. Que j'avais écouté back in the days, vraiment longtemps. Puis même un bout en français. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle, il y en avait en français à Radio-Can. Ouh là là, c'est difficile. Puis là, j'ai recommencé à le réécouter avec les connaissances que j'ai maintenant en humour et tout ça. Puis c'est vraiment du pur génie. Là, on dirait que autant que j'ai réécouté Friends puis How I Met Your Mother, que ça m'a même un peu pas déçu. Mettons que le souvenir que je m'en avais était meilleur que ce que c'est, je trouve. Alors que là, c'est l'inverse. J'ai comme redécouvert quelque chose de vieux en écoutant Seinfeld. Et ça a été vraiment une bonne révélation. C'est un peu. C'était le temps de l'île que tu réagisses. Puis en humour, quelque chose de nouveau. Ben écoute, Bric et Brac, vraiment. Là. Moi, ça a été notre découverte de la dernière année. Je ne connaissais pas du tout ces gars-là. Puis autant comme être humain aussi, parce que j'ai eu l'occasion de faire des choix avec un peu. C'est des gars super cool. Puis il y en a un là-dedans qui était coché avant, qui était coché qu'on disait des calèches à chevaux, puis il y a des anecdotes là-dessus. Puis c'est des gars qui ont une écriture puis un style qui ressemble à rien. Fait que vraiment, là, bric et brac au niveau de l'humour, dans les découvertes que j'ai faites dans la dernière année, là, vraiment, il y en a plein d'autres de bons, mais eux autres, ils ont comme pris une tranche de l'humour qu'on ne savait même pas qu'il existait, en fait. Puis c'est des acteurs, puis tu le sens dans le jeu, puis ils ont une répartie, ils ont une connivence, les deux, c'est magique. Bric et brac, c'est dans mes belles découvertes cette année. Ils sont bons en maudit. Moi, je les ai découverts. Je savais qu'ils avaient fait le prochain stand-up, mais j'ai fait le gala des Grandes Crues juste pour rire avec eux l'été dernier. Puis cette année, on était encore ensemble, même position dans le pacing, un après l'autre. C'était vraiment le fun. Eux autres, sur le gala de Rita Baga et Jean-Thomas Jobin. À les écouter, sont drôles, sont fins, c'est vraiment. C'est comme un mélange d'un peu sexe illégal, un peu de pic-bois, un peu de ding et dong, un peu de. Comme, sans les comparer. C'est un peu un mélange de tout ça. Puis ils ont vraiment trouvé une niche. Parce que des duos, vu qu'il y en a une couple, obligatoirement on les compare. Mais les autres, c'est comme plus une espèce d'hybride de plein de patentes. Fait que ça ressemble à rien, mais à plein d'affaires en même temps. Fait que c'est vraiment. Puis c'est des nice dudes, c'est des bonnes personnes aussi. Là. Parce qu'au-delà de ça, un humoriste, même qu'un humoriste que je vais adorer, si l'humain est exécrable, même s'il est fucking drôle, moi, dans ma tête. L'humain avant l'humour. Oui, absolument. Puis tu disais tantôt, tu as dit Seinfeld que tu redécouvres, mais je ne sais pas si tu as écouté The Office, là, qui est aussi, selon moi, du pur génie, les The Office américains. Ça paraît que les British sont vraiment bons aussi, mais américains, moi, j'ai réécouté ça en boucle. Il y a plein de subtilités. C'est tellement brillant. Il faut que tu l'écoutes plusieurs fois pour catcher ces niveaux-là. Puis, tu sais, britannique, Ricky Gervais. C'est pas cette année, je sais plus l'année passée, j'ai écouté ça, mais Afterlife de Ricky Gervais sur Netflix. Si vous aimez moindrement Ricky Gervais, point. Là. Cette série-là va pas moins dans le. C'est drôle, là, mais moins dans le comique. C'est plus dans le. Pas dramatique non plus, là, mais c'est plus real, là, c'est plus cru. Puis il paraît que la 3e saison sort bientôt, puis qu'il est bien fier de sa 3e saison. Mais les 2 saisons d'Afterlife, vraiment, ça,
ça date un peu parce que je l'ai écouté plus l'année passée ou l'autre. Mais Ouais. quand j'avais pas quelque chose, je l'ai binge-watch au complet, puis j'avais vécu quelque chose. J'avais été obligé d'y penser après. C'est le genre de série que tu as fini, puis tu restes assis sur ton sofa devant rien, puis tu fais juste y penser. Là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Simon, on est rendu à la dernière question. En fait, c'est l'avant-dernière question. Okay. Je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Oui. Donc, ma dernière invitée, Corinne Côté. Oh! Voici la question. Puis là, il faut que je lise vraiment sur le ton qu'elle a demandé. Simon Delille, tu crois que c'est nécessaire, toute cette violence? Je sais pas si ça fait référence à Mission Cléopâtre. Oui, exact. Je sais pas si c'est nécessaire de dire non, ça va. Ça serait ça comme ça que je réponds. Exactement. Elle m'a dit, il faudrait que tu te répondes non, ça va. Non, ça va. Ouais, c'est un running gag parce qu'on se connaît bien, moi et Corinne, on travaille ensemble sur Piment Fort. Oui. Puis c'est le genre de running gag qui revenait, mais ouais. Non, ça va. Ouais. Elle a très bien expliqué quand elle faisait. Là. Puis quand elle me l'a demandé, j'étais OK. Mais moi, j'avais pas. J'ai vu Mission Cléopâtre, mais ça fait tellement longtemps que j'avais pas. Les deux légionnaires, quand ils sont en train de catapulter le temple, là, puis ils sont toujours en train de s'envoyer des phrases. C'est pas nécessaire, toute cette violence. Mais je pense que la phrase exacte, c'est je ne sais pas si c'est nécessaire, toute cette violence. Puis l'autre, il dit non, ça va. Bon. Mais bref. Mais je suis pas sûr, par exemple. C'est elle qui a raison. J'invite les gens à aller revoir ce film. Oui. Mais ça, Simon. Ah oui. Il va faire tout noir, ta gueule. Ça, c'est des. Genre, quand j'ai le goût d'écouter ça, j'ai le goût d'écouter ça. Puis il n'y a rien qui va remplacer. Tu sais, des fois, tu as le goût d'un film d'action. Tu peux écouter Die Hard, tu peux écouter Terminator, tu peux écouter. Bon. Mais quand tu as le goût de Mission Cléopâtre ou tu as le goût de ces répliques-là en particulier, tu écoutes ça, il n'y a pas rien d'autre qui va remplacer ça. Là. Simon, c'est rendu à ton tour. Mon prochain invité sera Pascal Hugo Caron-Quentin, PH Quentin, qui a fait Occupation Double, qui a le Sans Filtre podcast. Donc, aurais-tu une question pour PH? Oui. C'est quand le moment où tu as fait le plus honte à tes parents? Fait que ça peut être comme enfant, récemment, ou ça peut être au restaurant, pète sauce à l'église, on sait pas. Non, c'est bon, c'est ça. Puis si mettons, je prends la balle au bon, j'en profite, puis je te relance cette question-là. As-tu quelque chose, toi, que tu sais, où tu as fait le plus honte à tes parents? Honte? Écoute, j'ai pas le souvenir tant que ça d'avoir fait. Parce que j'étais un petit gars bien gentil. Moi, j'étais pas le genre à me lever et faire des crises puis tout ça. Je sais pas si c'est le plus honte, c'est plus cute comme anecdote, là. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu un court moment où ils m'ont pas trouvé nice, mais on était dans chez des amis. On était allé souper là. Puis j'avais peut-être, je sais pas, 7 ans, 8 ans. On n'était pas vieux. Puis c'était des amis, c'était en fait un couple d'amis à mes parents qui, eux, nous gardaient souvent quand mes parents, mettons, partaient en voyage. C'est eux qui s'occupaient de nous autres, fait qu'on les connaissait super bien. C'était du monde vraiment fantastique. Puis on arrive là, puis il y a comme un bol au milieu de la table avec des petites boules dedans. Puis moi, dans ma tête, c'est du fromage, tu sais. Je prends une boule, je prends une bouchée dedans, puis là, je fais « Puis là, vraiment, j'explose de « C'est dégueulasse, tu sais! » Puis mes parents sont comme, parce qu'eux autres aussi étaient convaincus que c'était du fromage, mais c'était du beurre. Je venais de prendre une grosse bouchée d'une boule de beurre. Puis pendant comme 3 secondes, puis après ça, j'avais raison de trouver ça dégueulasse de prendre une grosse bouchée de beurre. Fait qu'il y a eu un court moment où il y avait très, très honte que je sois aussi... genre, si t'as pas aimé le fromage, je mange-le pas, mais ta gueule avec ça, tu sais. Fait que ça, c'est un souvenir que j'ai, c'est plutôt loufoque. C'est pas une grosse anecdote. Parce que les autres fois, tu sais, c'est des fois où j'ai été malade. Et je pense pas qu'il y avait honte. Je pense que c'était plutôt, tu sais, de remonter à Montréal parce que j'étais intubé, parce qu'ils m'avaient trouvé déshydraté à cause d'une gastro. Je pense pas qu'il y avait honte. Qui est faible. Encore, c'est obligé de mettre un coma artificiel pour qu'il survive. Il là. Je dis que c'est mon gars. Fait que, sinon, j'ai pas de souvenir de honte. Peut-être que les autres, ils seraient hey, tu te rappelles pas de. Faudrait que je leur demande. C'est sûr. Moi, je vais leur demander par curiosité. Des fois, c'est ça, il y a des souvenirs de mais hey, tu sais, moi non plus, j'ai pas tant de souvenirs. Tu sais, moi, je sais qu'à l'âge de 11 ans, je me suis fait pogner à voler des palettes de chocolat aux Zellers. Je te dirais pas que c'était la fierté de mes parents là, quand le monsieur qui m'a pogné a appelé. Je me rappelle d'être dans le backstore du Zellers. Premièrement, je savais pas que j'aurais accès à ça un jour dans ma vie. Puis il y avait une vieille caissière qui est venue en arrière et elle a fait
je t'arracherai la tête. J'avais juste fait, moi, si j'ai 11 ans, je venais de voler du chocolat, je me fais ramasser par une vieille caissière fâchée contre moi. J'avais trouvé comme sentence. Oh, hey, c'était beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup me faire. Tu sais, déjà là, que mes parents aussi allaient me chicaner en ayant l'appel. Là. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, il y a une époque quand tu es un jeune garçon, tu commences à te découvrir, où tu te rends compte que ta mère a trouvé qu'il y avait un peu trop de Kleenex en dessous de ton lit. Il y a ce bout-là que c'est plus toi qui as honte qu'elle qui a honte. Il y a ce bout-là un peu genre incriminant, puis avec le recul, tu te rends compte que ça va très bien. Tu ne bernais personne, là. Oui. Depuis quand il prend des douches de 54 minutes? Oui, il en prend 4. Il n'a pas le rhume, mais il dit qu'il se mouche sans arrêt à l'année. Il se mouche vraiment beaucoup. Puis sa mort est tic. Hey, c'est ça qui va mettre fin au podcast. On ne t'apprendra jamais ça. Simon, je te remercie infiniment. Je te laisse le mot de la fin. C'est super le fun. Bon, ben, je te parle le générique d'en face. Dernier mot que c'est à dire, vas-y. SimonDelille.ca. Yes, exactement. Ciao. Ciao.